Une ville moderne pouvait être vue sur fond de ciel couvert, le chiffre mondial était 0, pendant la loi, l'héritage de la cultivation a été oublié et le QI spirituel du monde entier s'est tari. Hésiu, debout sur l'un des toits, sourit méchamment, tout cela a conduit au fait que le châtiment céleste n'est pas apparu dans les palais des célestes avant plusieurs milliers d'années. Il leva la tête et regarda les éclairs étincelants, pour tout pratiquant, cette nouvelle signifiait un désespoir total. À ce moment, un des éclairs frappe l'endroit où se trouvait le bonhomme, à son tour, il a trouvé un chemin complètement différent dans ce monde sans espoir. La foudre enveloppa complètement son corps et, vu des bâtiments voisins, l'image était terrifiante. Hésiu était submergé de force à ce moment-là et continuait à sourire méchamment, car il était devenu le dernier pratiquant de ce monde. Hésiu regarda toute la ville, s'exaltant au-dessus des autres, son corps continuait de scintiller et de fumer légèrement. La foudre frappe à nouveau avec une force encore plus grande au même endroit et forme une petite sphère d'électricité. Hésiu avait prévu de devenir un être céleste de ce monde. Le gars a continué à sourire, derrière lui se tenait un énorme homme aux cheveux gris avec une armure dorée et sur son dos se trouvait un symbole rond. L'heure est décalée un peu plus tard, Hésiu se tenait près de la bibliothèque. Les filles remarquèrent le gars et regardèrent son expression avec embarras. Dans le monde où il se trouvait, beaucoup de gens croient qu'on peut devenir un grand héros, flottant dans les cieux comme un céleste immortel. À son tour, Hésiu se consacra entièrement à cette affaire et s'entraîna quotidiennement pour devenir un véritable céleste. Hésiu a également découvert toutes les légendes anciennes et a parcouru seul le monde entier, fuyant parfois les animaux féroces et autres maléfiques. Hésiu a également mené des fouilles et des recherches d'objets anciens. En fin de compte, il a réussi à rassembler toutes les techniques de culture qui avaient été broyées en petits fragments. Après avoir tout rassemblé et plongé tête baissée dans les vestiges antiques, Hésiu reçut l'ancien pouvoir du QI spirituel de ce monde. Hésiu a souligné que grâce à sa persévérance et son travail, il a pu renforcer ses talents surhumains. Hésiu commença à méditer dans le cercle des vestiges antiques, essayant d'acquérir ce même pouvoir inimaginable. À ce moment-là, Hésiu ouvre les yeux et sourit, car à la fin il a été conduit au bon endroit. Hésiu était ravi parce qu'il était convaincu de l'existence de ce en quoi il croyait. Hésiu était dans les salles des célestes, le gars flottait dans le ciel et a vu un phénix enflammé devant lui. Phénix décide de parler à l'homme en premier et déclare qu'il est surpris que Hésiu ait réussi à atteindre cette dimension. Phénix ajoute que ce type ne devrait pas être là. Hésiu fut surpris de rencontrer le phénix, le gars supposait que l'oiseau était le gardien des palais des célestes. Hésiu attrape l'arrière de sa tête et s'excuse avec un sourire pour l'intrusion, ajoutant qu'il n'est pas une personne facile, mais un être céleste ascensionné. Hésiu, dans ses pensées, Hésiu remarqua qu'ils allaient bientôt devenir collègues et qu'ils devraient mieux se connaître. Hésiu se rend compte qu'il a complètement oublié de prendre quelque chose avec lui et de le lui offrir en guise de geste aimable. Phénix atterrit en face du gars et déclare qu'il est en retard, car il n'y a plus de céleste. Hésiu fut surpris par cette déclaration, car il se tenait juste devant le phénix et était un être céleste. Phénix décide de s'éloigner du gars et de montrer l'ampleur de la destruction, remarquant qu'il y a des milliers d'années, le Tao céleste a été détruit et le châtiment céleste a complètement disparu. Phénix a survolé les îles flottantes détruites, complétant son discours par le fait que depuis ces moments très terribles, personne n'était apparu ni monté dans les salles. Après s'être assis sur l'un des temples les plus anciens, à moitié détruit, Phénix a expliqué une telle destruction par le fait que sans les célestes, les palais ne pourraient exister. Hésiu se tenait en face et était perplexe. Hésiu a essayé d'expliquer que rien n'est impossible, car il est actuellement dans le palais et est un être céleste. Phénix a décidé de dire la vérité et a expliqué que même si le gars possédait l'énergie du monde céleste, il était impossible de le nettoyer de la coquille d'une personne ordinaire sans punition céleste. Phénix l'a également remarqué, que le gars ne peut pas éviter la vieillesse et la mort, donc il ne peut pas être appelé un céleste immortel. En tout cas, Phénix était vraiment content que l'inconnu ait pu se rendre à cet endroit. Phénix décide de récompenser le gars pour ses efforts. Hésiu ressent quelque chose d'inhabituel dans son corps. Phénix propose également d'envoyer le gars dans n'importe lequel des mondes, mais elle a noté qu'il ne sera pas un profane ordinaire, mais qu'il deviendra un grand foilon et qu'il profitera de tous les mondes du nouveau monde. Phénix a expliqué que le gars serait capable de se déplacer entre les mondes à tout moment et d'en recevoir divers cadeaux. Phénix a également ajouté que le gars pourra également renaître dans un nouveau corps et faire ce qu'il veut. Phénix a également permis à Hésiu de prendre tous les artefacts et parchemins dans les couloirs, car personne n'en aurait plus besoin. Hésiu décide de demander si les mesures proposées incluent la possibilité de monter au palais. Phénix répond immédiatement qu'une telle possibilité n'existe pas et que le chemin vers les célestes a été irrévocablement détruit. Sur fond d'objets volants, Phénix ajoute que le Tao céleste a été détruit et que le chemin de l'ascension a disparu. Hésiu entre dans le temple délabré et regarde les murs restants, remarquant que Phénix a dit que la raison de la destruction est le manque de nouveaux ascensionnés. Le phénix a continué à planer sur le gars et lui a demandé de choisir le monde et de profiter de la vie sans tracas inutiles. Avec une expression sérieuse sur le visage, Hésiu demanda ce qui se passerait s'il décidait de rester dans cet endroit. Hésiu prend la relique dorée, ajoutant qu'il veut rester et restaurer les palais, trouvant ainsi le chemin vers l'immortalité éternelle des célestes.
À ce moment, le phénix survolera la tête du gars. Tout ce qui se trouvait dans les palais a été détruit et a volé sans vie dans les environs. Une plateforme avec un portail doré inconnu apparaît devant Ziu. Ziu remarque également qu'une fois les nuages dissipés, il peut également voir le palais des 9 étoiles flamboyantes. Phénix atterrit à proximité et se transforme en fille, ajoutant que tout autour de lui, y compris elle, lui appartiendra. Phénix termine la transformation et une fille aux cheveux blancs apparaît devant le gars. Phénix décide de se présenter comme Shao Jiu avec un sourire, la jeune fille attendait de futures instructions. Ziu était étonné que la fille soit un phénix il y a une seconde, et maintenant elle était devenue une belle fille. Jiu explique que toutes les bêtes divines ont le pouvoir de transformation. Ziu met sa main sur son menton et se demande si la fille peut redevenir un phénix, car cela lui permettra de se sentir plus en sécurité. La fille commence à crier après le gars, parce que son cou lui faisait déjà mal à force de se pencher constamment pour parler au gars. Ziu se demande également s'il est vrai que Tsu lui transfère le contrôle des palais, ajoutant que c'est une attitude trop imprudente. Tsu lisse ses cheveux et déclare qu'elle ne se soucie pas de tout ce qui reste, y compris d'elle-même. Par conséquent, elle a confié le leadership à Ziu sans aucun doute. La fille contourne le gars et le regarde avec un sourire, elle se demande comment exactement le gars envisage de se débarrasser des palais. La fille décide de se moquer du gars et commence à dire toutes sortes de choses. Tsu se demande si le gars veut profiter d'elle. Avec un sourire, le gars est d'accord avec la fille. Inspiré, le gars déclare haut et fort qu'il doit faire beaucoup de travail et tout restaurer, il ne se souciait pas de quoi faire, la première chose qu'il avait prévue était de devenir plus fort. Ziu commence à se précipiter et demande à lui apporter des pilules, le gars était sûr que dans les palais célestes il y avait des grottes propices à la culture. La fille était perdue face à tout ce que le gars avait dit en une minute. Le gars ajoute également qu'il devrait restaurer la transmission du pouvoir divin, car dans son monde, il était complètement perdu, c'est pourquoi Ziu ne maîtrisait que cette pratique spirituelle. La jeune fille qui se tient à côté déclare qu'ils n'ont rien du tout. Ziu était déprimé par cette nouvelle. Jiu croisa les mains et rappela à Ziu que cet endroit était une ruine complète, que les pilules de culture s'étaient transformées en poussière et que les artefacts avaient perdu leurs propriétés, mais ils ont encore du matériel qui pourrait être utile. Tsu, frappant le gars dans le ventre, a ajouté qu'ils avaient plusieurs pratiques, mais qu'elles ne conviennent pas au corps mortel de Ziu. Tsu a demandé au gars d'explorer lui-même les palais restants. Tsu explique que les palais célestes existent parmi les 10 000 mondes et que depuis qu'ils ont été détruits, tous ces mondes sont maintenant divisés. Ziu comprend que même si Tsu a dit que tous les palais des célestes lui appartiennent désormais, il ne peut bouger que sur un petit morceau. La jeune fille essaie de sortir quelque chose de sous sa robe, en disant que ce n'est pas si peu. Tsu présente à Ziu un miroir doré de la recherche des dieux. La jeune fille explique que grâce à ce miroir, de futurs êtres célestes et artefacts célestes pourront être trouvés. Tsu ajoute que le gars ne pourra pas utiliser le miroir à son plein potentiel, mais il pourra voir des mondes différents. La fille aime regarder à travers, là où se trouvent la plupart des sources fluviales. Ziu remarque quelque chose dans le miroir et se demande pourquoi la personne brille. Sur l'un des monuments était assise une fille à la lueur dorée. Tsu explique que la fille a un potentiel caché d'ascension et que c'est à cela que sert le miroir. Tsu touche le miroir et se demande si c'est à travers ce miroir qu'il entre dans d'autres mondes. Tsu met des cailloux derrière Ziu et remarque que dès que le gars a vu une belle fille, il a immédiatement décidé de déménager. La jeune fille déclare que cela affecte grandement sa fierté. En s'échauffant, le gars ajoute qu'il est temps pour lui de commencer à recruter de nouvelles recrues. La fille laisse tomber la pierre et est étonnée de ce que le gars a dit. Le gars regarde son reflet avec un sourire, il note que puisque les palais sont détruits en raison du manque de nouveaux célestes, il recrutera personnellement de nouveaux montés à cet endroit. La jeune fille rappelle que c'est impossible, que le châtiment céleste a disparu et que le chemin menant à cet endroit est fermé. Le gars demande à la fille de se détendre, après tout, en cherchant une opportunité d'entrer dans ce monde, Tsu a dû manger un chien. Sautant dans le portail, Ziu ajoute qu'il ne se soucie pas de ce qui lui arrive si elle réussit à monter. Le ciel devient couvert, Ziu se demande à nouveau s'il existe une punition céleste. Le ciel continue de se resserrer et ce tourbillon se dissout peu à peu. Une jeune fille assise sur un monument attire l'attention sur une étrange lueur dans le ciel. Ziu atterrier, avec un visage furieux, déclare qu'il sera celui qui deviendra le châtiment céleste. Ziu apparaît à côté de la même fille, le gars remarque que pendant le transfert, tous ces effets demeurent, la jeune fille regarde ce qui se passe avec perplexité. Ziu regarde la jeune fille et remarque que le point de transfert est très précis, car il est proche de la cible. Le gars avec le sourire accueille le titre de punition céleste, devant lequel les filles doivent se rencontrer. La fille est perplexe quant à la punition céleste dont parle le gars. Ziu lui saisit l'arrière de la tête et pense que cela semble vraiment étrange, le gars explique que les palais des célestes ne sont pas si complets pour le moment. À ce moment, un homme sort de la pièce et le regarde outrageusement. L'homme déclare qu'il n'a pas le droit d'entrer sur le lieu d'exécution. Ziu, perplexe, demande pourquoi il s'agit d'un site d'exécution. L'homme se demande pourquoi cet hôtel est le lieu d'exécution, les chevaliers qui se tenaient en dessous étaient indignés par la présence du type. Ziu précise si cette fille en particulier doit être exécutée, ce à quoi elle reçoit une réponse positive.
Le gars était indigné que la fille puisse monter et devenir un être céleste, mais elle s'assoit calmement et attend sa mort. Tsu rappelle que le chemin dans le palais des célestes est fermé parce qu'il n'y a plus de cultivation, et que la jeune fille n'a absolument aucune cultivation non plus. Ziyu était émerveillé par la présence de Tsu. Tsu, sous la forme d'un canari, se rapproche de la jeune fille et suggère que la jeune fille a atteint d'une manière ou d'une autre la sphère précéleste. Les chevaliers étaient encore plus indignés et voulaient capturer l'intrus, ils se dirigèrent lentement vers ceux-ci. D'un seul geste, le gars brise les chaînes de la fille. Le gars attrape la fille par la taille et lui dit qu'il devrait d'abord quitter cet endroit. Ziyu active le troisième saut et un petit cercle avec un seau apparaît sous les pieds du couple. En un instant, le couple disparaît, et seules de petites étincelles subsistent sur le lieu de la disparition. Les chevaliers ne savaient pas comment le gars utilisait le sort des régions occidentales. L'homme assis sur le trône était également choqué, il ne s'attendait pas à ce que les régions occidentales puissent lui faire ça. L'homme décide d'approcher le vieux M. Shu, le gars s'installe dans une forêt inconnue et déclare qu'ils seront beaucoup plus en sécurité ici. Tsu remarque qu'en fait le gars n'a bougé nulle part, mais a simplement accéléré considérablement et a échappé à sa poursuite. Le gars dit qu'il n'y a rien de mal à ça, l'essentiel est qu'il reste intact. Tsu a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à ce que le gars décide également d'emmener cet inconnu avec lui. Le type au sourire diabolique déclare qu'un véritable héros doit brandir les techniques les plus fortes et tuer dès le premier affrontement. Il déclara que les mortels pathétiques n'avaient pas le droit de le déranger. Jiu remarque que s'il tue faiblement, alors il sera suivi plus fortement et ainsi il élèvera son rang de cultivation, atteignant les cieux même. Ziyu suggère que Tsu a beaucoup regardé l'anime, la fille se tenait en face et regardait le gars avec perplexité. Le gars décide de commencer dès le début et se présente à l'inconnu, et ajoute également qu'il envisage de l'aider à monter. La fille ne comprenait toujours pas ce que le gars voulait dire par monter, vous ajoutez qu'il souhaite qu'elle devienne un être céleste. S déclare que la fille l'a tout à fait bien compris et qu'il lui sera plus facile d'y parvenir avec lui. Le gars déclare qu'ils sont très pressés de recruter des célestes, mais ils ont d'abord quelques éclaircissements. Le gars suggère que dans le passé, avant Lee Punishment a testé les célestes d'une manière ou d'une autre, Tsu a remarqué que ce gars est un vrai pro dans ce domaine. Elle s'intéresse à ce dont la jeune fille était coupable, à savoir pourquoi ils avaient prévu de l'exécuter. La fille regarda silencieusement le gars et remarqua son visage sérieux. La jeune fille a déclaré qu'elle avait tué l'empereur, c'est pourquoi ils avaient prévu de l'exécuter. Le nom de la fille était Molan et elle était la fille adoptive du docteur Shu Zeng du royaume de Dongling. Son père adoptif espérait qu'elle deviendrait un jour une concubine impériale, alors il lui a enseigné l'art dès son enfance. L'homme sourit largement sur fond d'incendie. Quelques années plus tard, un conflit éclate dans le royaume de Dongling. Le commandant des frontières Wuxing saisit l'occasion et fait irruption dans la capitale, tuant toute la famille de l'empereur et se proclamant nouvel empereur. La jeune fille considérait Wuxing comme un empereur cruel et dominateur, son seul objectif était de détruire tous les ennemis et c'est pourquoi de nombreux héros se sont rebellés contre son pouvoir. Malheureusement, le nouvel empereur avait à ses côtés une immense armée et l'unique général Xinyang. Ils ont continué à détruire tous leurs adversaires, y compris les héros rebelles. À son tour, le père Lan voulait mettre fin aux troublés, en collaboration avec les autorités locales, envisageait de séduire Xinyang. La jeune fille a remarqué qu'elle était très gentille et a donc pu gagner le cœur de Xinyang. Par la suite, le père Lan ordonna la préparation d'une belle chambre dans laquelle la jeune fille attendait le nouvel empereur Wuxing. La jeune fille, baissant la tête, a ajouté que lorsque l'homme s'est approché d'elle, il a immédiatement tout révélé. Avec un sourire, Ziyu pensa que le plan était vraiment incroyable. Tsu a demandé d'écarter tous les détails et de raconter l'essentiel. La jeune fille, comme indiqué dans le plan, a sorti une lance cachée sous la couverture et a attaqué l'empereur. La jeune fille a expliqué qu'en fin de compte, elle n'a pas pu vaincre l'homme et qu'il s'est avéré qu'il était beaucoup plus fort et plus expérimenté qu'elle. Shu a noté que dans ce monde, les concepts d'expérience sont complètement différents. Jiu a ajouté qu'il n'était pas nécessaire de raconter toute l'histoire de Xinyang. La biche a déclaré qu'elle était en réalité trop faible et inutile et qu'elle ne pouvait donc pas exécuter les instructions de son père adoptif. Ziyu pense que c'est son père qui est tout le problème, car personne n'envoie sa fille dans de telles missions, estimant que seul un fils adoptif pourrait faire face à l'empereur. Tsu, assis sur une pierre, croyait également que c'était avec la belle pièce que tout le plan était déjà voué à l'échec. Tsu pense qu'un merveilleux héros irait dans cette pièce. Ziyu se lève et explique que maintenant cela n'a plus d'importance et qu'ils doivent maintenant aider Lan à s'élever et à devenir céleste, et alors la fille cessera complètement de s'inquiéter de telles bagatelles. La jeune fille regarda Ziyu d'un air interrogateur et lui demanda de quel genre d'être céleste nous parlions, suggérant qu'il s'agissait de divinités immortelles vivant haut dans les cieux. Ziyu se lève et écarte les bras, déclarant qu'elle a absolument raison, car c'est merveilleux d'échapper à l'agitation du monde et de s'unir au palais céleste. La jeune fille a ajouté qu'elle était devenue très intéressée. Tsu a demandé au gars de se taire et d'arrêter de mentir. Tsu a grimpé dans les bras de la fille et a décidé de clarifier exactement comment le gars envisageait de soulever Lan et de l'aider. Tsu tourna son regard vers le gars et ajouta qu'elle voulait voir comment le gars essaierait désespérément d'élever Lan au rang des célestes. Avec un sourire,
Ziyu décide de clarifier ce qui est difficile dans sa tâche. Le gars pointe du doigt Lan et lui demande de venir vers lui. La jeune fille, sans plus attendre, se dirige vers Ziyu. Ziyu commence à enrouler une corde autour de la fille, lui disant qu'il devrait essayer celle-ci. Ziyu continue de faire de nombreux nœuds sur le corps de la jeune fille. La biche continue d'observer ce qui se passe avec perplexité. Ziyu termine les touches finales et la jeune fille reste incapable de bouger à cause des nœuds serrés de la corde sur son corps. Ziyu, essuyant la sueur de son front, déclare qu'il a terminé les préparatifs. Ziyu pend la fille à un arbre et la tire avec une corde. La biche explique qu'en fait, elle n'aime pas vraiment se suspendre à l'arbre comme ça. Ziyu a été très indignée par cela et elle a crié au gars d'arrêter cela, le traitant de pervers. Ziyu regarde Tsu d'un air interrogateur et est intéressé. Quels sont les problèmes avec ces méthodes? Shu ajoute que, selon sa compréhension, le jugement divin peut activer les pouvoirs cachés d'une personne à travers le danger et la douleur. Ziyu continue de tirer sur la corde, faisant monter Lan de plus en plus haut. Ziyu ajoute qu'il ne sait pas combien de temps la fille pourra résister. La jeune fille s'accroche timidement à un arbre. Ziyu veut d'abord essayer l'option la plus sûre. TS se demande si le gars a pu monter au ciel en utilisant exactement ces méthodes. Le gars hoche la tête avec approbation et se souvient du bon vieux temps. Tsu regarde le gars avec peur, réalisant que c'est à cela que ressemble une punition céleste aux yeux du gars. Ziyu sourit et pense qu'il devrait punir la fille. Tsu continue de regarder le gars avec confusion. Le gars enroule une corde autour de l'arbre et demande si la fille est prête à commencer. La biche, debout au bord de la falaise, explique qu'elle a effectivement un peu peur, mais qu'elle peut tout supporter. Avec un sourire, Ziyu ajoute que tout va bien. Ziyu lâche la chaîne autour du cou de la jeune fille, la faisant soudainement tomber. Ziyu ajoute que Lan part à la rencontre du danger et qu'avec ces mots, la jeune fille tombe d'une falaise. La jeune fille commence à crier hystériquement de peur. Ziyu demande à la jeune fille de chevaucher le vent divin, car Lan pourra monter et profiter de la puissance du vent. Ziyu poursuit son prochain plan. La biche se demande si elle doit continuer à mentir dans cette position. Ziyu enterre complètement la fille dans le sable. Tsu déclare qu'avec de telles méthodes, la jeune fille mourra tout simplement. Ensuite, Ziyu jette la fille à l'eau. La biche remarque que c'est très calme sous l'eau. Ziyu essaie de rattraper la fille, car Lan a commencé à être emporté par le courant. Tsu continue de crier après Ziyu. Ziyu passe à l'étape suivante et soulève la jeune fille au-dessus du feu. La biche décide de se tourner vers le grand seigneur. Ziyu décide de mettre le feu aux bûches sous les pieds de la jeune fille. Tsu essaie d'emmener le gars, expliquant qu'avec de telles méthodes, la fille mourra tout simplement. Ziyu ne comprend pas pourquoi rien ne fonctionne, car cela a eu un effet sur lui. Tsu regarda le gars de travers et pensa que Ziyu avait des méthodes très étranges. La jeune fille suppose que Ziyu a simplement décidé de tenter sa chance et de réaliser tous ses vils rêves. Lan se tient devant le gars et s'excuse auprès de Ziyu, disant qu'il est vraiment complètement inutile et qu'elle n'aurait pas dû s'en soucier. Ziyu déclare avec un sourire que tout va bien et que la situation avec la fille n'est tout simplement pas si simple. Le gars propose de se reposer et de reporter temporairement l'ascension. Ziyu avait prévu de préparer autre chose plus tard. La biche propose de préparer quelque chose de savoureux en échange des sous-produits des punitions ratées. La biche s'assoit devant le feu et fait rôtir un petit poulet. Tsu s'envole par derrière et se transforme en fille. Tsu remarque que Lan a l'air heureux quoi qu'il arrive. La biche était choquée que le moineau soit devenu une vraie personne. Tsu a crié qu'elle était un phénix et non un moineau. La jeune fille déclare que Lan est assez étrange, car un étranger la force à faire toutes sortes de choses obscènes. Lan ne comprend pas très bien ce qui ne va pas, puisque Ziyu est son nouveau maître. À ce moment, Ziyu est assis sur le côté et un ours s'approche derrière lui. La biche ajoute que dans son monde il est normal d'obéir aux ordres du maître. Ziyu remarque l'ours qui approche et prend position. L'ours se dresse également avec colère sur ses pattes postérieures. Les filles ne réagissent en aucune façon à ce qui se passe dans leur dos. Tsu précise que la fille le pense vraiment, car chaque demande de Ziyu la met en danger de mort. Ziyu commence à combattre l'ours à main nue. La biche en souriant déclare qu'elle n'a peur de rien, car ce n'est pas la première fois qu'elle entend l'ordre d'aller à la mort. Tsu regarda la jeune fille et remarqua la sincérité dans ses yeux. Tsu détourne le regard et ajoute que Lan ne devrait pas avoir peur car le gars ne la laissera pas mourir, même si tout semble assez dangereux. Lan se demande si SY fait ça pour ses rêves pervers. Tsu déclare que si la fille le pense, elle doit alors refuser immédiatement. Tsu tient son doigt devant lui et montre que dans chaque monde naissent des êtres célestes talentueux, grâce auxquels ils deviennent des pratiquants. La jeune fille explique qu'il y a 10 000 ans, il n'y avait aucune culture et que les gens étaient assez stupides. Tsu a ajouté que les personnes qui ont décidé de tester leur véritable force sont devenues les tout premiers célestes. La jeune fille commence à comprendre que tout ce que Ziyu a dit est en réalité vrai et que tout cela est un jugement divin. Tsu, avec un sourire, décide de consoler la jeune fille en lui disant que même si tout semble étrange et drôle, ce sont autant de moyens d'entrer dans les salles des célestes. Le ciel commença lentement à s'assombrir. Tsu ajouta que le monde entier essayait de répondre à l'appel de Ziyu. Ayant fini avec l'ours, Ziyu remarque qu'il commence soudainement à pleuvoir. Tsu termine son discours au premier coup de tonnerre en disant que Ziyu est une punition céleste. Ziyu court immédiatement vers Lan et lui demande de se dépêcher, car cela pourrait être une excellente occasion de réessayer.
La jeune fille était assise, le dos tourné et une étrange aura violette flottait autour de son corps. Tsu se tourna de nouveau vers la jeune fille. Tsu regarda le lent changer d'un air interrogateur. Tsu se transforme immédiatement en phénix fougueux et demande à Ziyu de se dépêcher, car des choses étranges ont commencé à arriver à Lan. La biche, sans attendre le gars, l'attaque aussitôt avec sa lance acérée. Lan se tenait en face de Ziyu, une aura sombre émanait d'elle. Le gars remarqua que la fille avait un esprit de rage. Ziyu était étonné que ce soit Aura qui s'est échappée du corps d'une jeune fille innocente. Ziyu suppose que la jeune fille a dit la vérité lorsqu'elle a dit qu'elle s'était battue à plusieurs reprises à l'aide d'une lance. Tsu pensait que ce n'était pas du tout important pour le moment. Ziyu remarqua que les nombreux sentiments contenus dans l'âme de la jeune fille se manifestaient sous la forme d'un esprit de rage. Les filles regardent sous l'eau et elle avait un demi-masque sur le visage, l'un des yeux brillait d'une lueur bleue. Tsu a ajouté que cet esprit dévore toutes les pensées sensées, transformant tout en colère et contrôlant tout avec un mal pur. Ziyu remercie la fille pour les éclaircissements. Tsu a regardé le gars d'un air interrogateur et lui a demandé s'il le savait plus tôt. Après tout, c'est ainsi que vous pouvez obtenir une âme immortelle. Ziyu attrape l'arrière de sa tête et ajoute qu'il ne pouvait pas le savoir car c'est la première fois qu'il rencontre quelque chose comme ça et il a un plan pour cela. Ziyu avait prévu de briser cette chose et d'utiliser la troisième rune. Tsu a demandé au gars d'attendre une minute avant le début du combat. La biche était incapable d'arrêter l'esprit de rage, tout décide d'utiliser le sort d'ancrage instantané. Tsu, utilisant sa lance, essaie de percer le corps du gars. Ziyu parvient à revenir dans un instant et apporte la lance à la jeune fille. Tout est assez proche et il a été décidé d'utiliser la première rune. Tout le monde jette un sort et essaie d'enseigner avec esprit. Un flux d'énergie lumineuse frappe l'invité là où se trouvait la biche. Tsu a continué à voler et à regarder la bataille se dérouler. Elle supposait que le problème était résolu, il s'intéressait à ce que disait exactement la fille à propos du pouvoir de l'esprit de rage. Tsu ajoute que l'essence des esprits résidentiels est une énergie contaminée qui a été complètement supprimée par les mortels ordinaires et ne peut même pas être touchée par les effets ordinaires du mana. Ziyu que la jeune fille ne peut pas lui parler même dans un langage ordinaire. Tsu expliquait que cela signifie que le gars ne pourra pas la vaincre. La biche attaque le gars par derrière sans aucune égratignure. Tsu demande au gars de se sauver et de partir d'ici. Ziyu n'a pas le temps de revenir et est frappé avec une lance, la faisant voler plusieurs mètres de profondeur dans la forêt. La biche saisit sa lance et reprend sa main sombre. Elle traîne brusquement sa lance sur le sol, faisant tomber tout le sang sur le sol. Tsu était confuse parce qu'elle croyait à de telles absurdités. La jeune fille ne pouvait rien y faire et n'aurait pas dû courir comme une folle dans le monde des mortels. Tsu a déclaré qu'elle savait depuis longtemps que tout cela était inutile. Je m'excuse auprès du gars. La biche s'approcha lentement du dos de la jeune fille. Tsu a déclaré qu'elle ne permettrait plus de victimes et qu'elle était prête à y mettre un terme. La jeune fille envisage d'utiliser sa capacité pour tout mettre fin ici. Lan était très proche et a tenté d'attaquer Ziyu. Ziyu suggère que seuls les vrais immortels peuvent combattre l'esprit de rage. Ziyu ne comprend pas comment le gars a réussi à lui parler. Ziyu repousse Lan avec son pouvoir lumineux, la biche revient en sécurité. Ziyu remarque qu'il appelle lui-même et ne peut pas monter ni en tant que corps immortel, ni même en tant que fondation. Le gars a également noté qu'il n'avait jamais étudié l'art des immortels, et il ne peut pas non plus utiliser la véritable essence de son esprit immortel. La biche se remet peu à peu de ses dernières attaques et tente de poursuivre le combat. Le gars décide d'introduire la seule âme immortelle intacte pour ce combat. Une silhouette d'être céleste est apparue derrière la tête du gars. La biche prend position et se prépare au combat. L'ancien être céleste appartenant à Ziyu prend position et se prépare également au combat. Tsu ne comprenait toujours pas comment cela était possible. Les anciens célestes décident d'attaquer en premier et de s'éloigner du sol. Les anciens célestes attaquent l'esprit de rage d'en haut, ce à quoi ils ne s'attendaient pas du tout. La biche parvient à bloquer le coup et le coup atterrit sur le sol, divisant la terre en deux. Ancien Spirit Ziyu décide d'attaquer à nouveau l'esprit Furie. L'esprit de Furie décide de reculer et de se regrouper. L'esprit de rage brandit sa lance, se préparant à porter un coup empoisonné à l'ancien. L'esprit de rage est envoyé vers les anciens par plusieurs puissants flux d'énergie. Les anciens calmes encaissent tous les coups sans aucun dommage. L'esprit de rage décide de mettre fin à cette bataille et court immédiatement vers l'ancienne. L'esprit de fureur saute et se balance d'en haut. L'esprit de rage parvient à frapper l'ancien, provoquant une forte épidémie. Tsu ne pouvait pas croire qu'une telle bataille se déroulait maintenant devant elle. En ce moment, vous pouvez voir comment la lance de l'esprit de rage se dirige vers le corps de l'ancien. L'ancien suffit sans aucun succès. Ziyu obsédé par un grand pouvoir et l'âme martiale immortelle de l'ancien est apparue. L'ancien rassemble toute son énergie dans ses poings et décide de frapper. Avec toute la force des anciens, l'esprit de rage frappe la mâchoire, provoquant la rupture lente du masque. Tsu remarque que le monde entier a depuis longtemps quitté le chemin céleste mais a répondu à la présence de Ziyu. L'ancien décide de porter des coups de grâce dommageables dans le dos. L'ancien accumule à nouveau toute l'énergie dans sa main pour le coup final. Après avoir frappé le dos, l'esprit de rage est rejeté. Ziyu appelle cela une véritable tribulation céleste. Dans la zone où se sont déroulés les combats, il y a une forte poussée d'énergie. La biche gisait inconsciente. Tsu croyait que c'était aussi une victoire pour eux. La jeune fille a décidé que c'était une victoire dénuée de sens.
Tsu regarda Ziu menteur et crut que c'était leur seul espoir de sauver le palais. Les Tsu commencent à concentrer leur énergie dans leurs mains. La jeune fille a demandé quel est ce monde périsse avec Ziu. Le gars éternue brusquement pour la fille. Ziu se lève et déclare avec enthousiasme que c'était la bataille parfaite des âmes immortelles, car tout s'est passé encore mieux qu'il ne le pensait. Tsu remarque Ziu éveillée, elle avait déjà une énorme boule de feu dans les mains. Elle s'intéresse à ce que la fille essaie exactement de faire. Tsu s'intéresse avec indignation à la raison pour laquelle le gars est toujours en vie et où se trouvaient toutes les blessures sur lui. Le gars prétend que même s'il n'est pas immortel, il possède des compétences médicales. Tsu déclare avec inquiétude qu'il s'agissait des blessures mortelles du démon et qu'elles ne pouvaient pas être aussi simples, car même l'immortel serait déjà mort. En riant, il se demande si même Tsu n'a pas pu penser ces blessures. Tsu regarde le gars d'un air interrogateur, se demandant qui il est vraiment. Ziu, la tête baissée, pose une contre-question, ne sait-elle pas? Ziu s'approche lentement de l'an et se réintroduit comme un cultivateur de ce monde qui a juré de devenir immortel quoi qu'il arrive. S prend la jeune fille dans ses bras et ajoute qu'il n'a pas peur de restaurer les palais des Célestes. La biche était toujours inconsciente et allongée dans les bras du type. Ziu, après avoir touché la jeune fille, déclare que rien n'a changé en apparence ou au toucher. À ce moment-là, Tsu frappe le gars et lui demande d'arrêter de toucher la fille. Ziu expliqua qu'il devait vérifier si l'âme du corps immortel était devenue plus dense. La biche ouvre à peine les yeux, la pluie tombait toujours à verse et ruisselait sur son visage. La biche regarda ses mains et fut surprise qu'elle soit encore en vie. Il salua la jeune fille avec un sourire et lui dit qu'elle s'était déjà réveillée. Ziu dresse un petit camp et allume un feu pour que tout le monde puisse se reposer. Ziu lit un livre et remarque qu'elle ne voit aucun changement de densité et ne ressent aucune aura autour de l'an. Il était évident pour Ziu que même la tribulation céleste était passée et que l'esprit fatal avait été purifié. La biche s'est assise près du feu et a nourri Tsu sous la forme d'un petit phénix. Ziu se demande si la fille l'écoute, l'an continue de nourrir Tsu. La biche baisse la tête et s'excuse pour son comportement. Ziu ajoute qu'il l'a dit, après tout, toute chose cultivée, l'immortalité vient du mot imprudence. La biche ajoute encore qu'elle est vraiment désolée pour ce qui arrive. Ziu se tourne vers la fille et la regarde. Après avoir pris le poisson, le gars lui attrape l'arrière de la tête et remarque que la fille se souvient de tout. La biche explique cette sensation comme si elle voyait un rêve. La jeune fille explique que la source est à proximité et a vu comment son corps a tenté de la tuer. Ziu suggère qu'elle ressentait exactement la même chose que lui lorsqu'il contrôlait son propre esprit. Ziu se tourne avec enthousiasme vers la jeune fille et déclare avec un sourire qu'il devrait réessayer. Tsu se met immédiatement à crier et lui rappelle que le gars a été battu à moitié mort pendant tout ce temps jusqu'à ce qu'il gagne accidentellement. Ziu continue de sourire et déclare que ce n'était qu'un accident. Ziu pensait avoir complètement maîtrisé son pouvoir. Ziu a ajouté que puisque l'esprit fatal avait été purifié cette fois, il essaierait de frapper la fille avec un coup de tonnerre. À ce moment, une flèche vole vers l'entreprise, les chevaliers déclarèrent qu'ils avaient retrouvé les fugitifs. Plusieurs chevaliers ont tenté d'utiliser des arbalètes pour éclairer la compagnie. Ziu était surpris que les chevaliers aient pu les trouver si rapidement, il prévoyait de se battre avec le sourire. Tsu pensait que ce n'était pas la meilleure situation et qu'il devrait partir d'ici. Ziu expliqua qu'il ne s'agissait que de quelques soldats et qu'il prévoyait simplement de les assommer. Tsu a rappelé que le gars n'est pas encore au meilleur de sa forme. Tsu pensait que si le gars les laissait s'approcher trop près, quelque chose de grave pourrait arriver. Tous les chevaliers furent stupéfaits et seuls quelques-uns tombèrent au sol. La biche fut surprise de constater que tous les chevaliers avaient tout simplement disparu et que seule leur armure restait. La biche était légèrement effrayée, après tout, si la foudre la frappait de la même manière, elle disparaîtrait elle aussi. Ziu déclara avec un sourire absurde qu'il ne voulait pas permettre cela et ils furent les premiers à commencer. Tsu décide d'expliquer que l'esprit d'un mortel se dissipe après un tel coup et que son esprit devient flou. Tsu ajoute également qu'avec cette capacité, avant l'Ispide devient plus forte lorsqu'elle est activée sur un grand nombre de personnes. Tsu a déclaré qu'il est difficile de dire si la petite fille sera capable de passer un test céleste plus fort. Tsu suppose que le gars ne l'a pas écouté du tout. Ziu décide de poser une seule question. Ziu souhaitait savoir s'il existe une circonstance dans laquelle l'esprit fatal ne peut pas être purifié par la tribulation céleste. Ziu supposait que l'esprit de rage pouvait revenir à tout moment, car il était contenu dans la jeune fille. Tsu suggère que si l'esprit ne peut pas être purifié, alors c'est la possession. Tsu explique que l'esprit de rage est une manifestation de diverses mauvaises pensées qui se sont accumulées dans l'esprit du pratiquant au fil des années. Tsu ajoute également que si le pratiquant lui-même éprouve une certaine émotion très forte et ne peut être libéré, alors cela deviendra une obsession de retourner vers les esprits du cancer. Tsu rappelle que les pratiquants débarrassent leur esprit du karma et suivent même une pratique spirituelle spéciale pour s'accorder l'esprit. Ziu attrape le visage de la jeune fille et suggère qu'il devrait améliorer l'humeur de l'an. Ziu décide d'aller avec la jeune fille dans une ville lointaine où ils pourront s'installer. La biche enfile une tenue dans un des magasins et se demande si son maître veut voir la jeune fille dans cette tenue. Ziu suggère que les vêtements rendront une fille plus heureuse et résoudront la plupart des problèmes. Tsu remarque que la robe de ce magasin n'est pas la moins chère, se demandant si Ziu a de l'argent. Ziu déclare en riant que la jeune fille elle-même peut payer tous ses cadeaux. Au bout d'un moment,
Il retourne dans la forêt et le gars frappe la biche avec la foudre. La biche est impuissante près de l'arbre. Ziyu suppose que la fille n'est toujours pas de la meilleure humeur. Ziyu déclare avec un sourire qu'il n'y a aucun problème dans ce monde qu'un pot de soupe ne puisse résoudre. Elle emmène la jeune fille au restaurant et commande un grand nombre de plats. La biche note qu'elle n'a jamais été dans des endroits bondés ni dîné avec qui que ce soit. Après le restaurant, le couple retourne dans la forêt, mais rien n'y fait. Tsu estime qu'il n'y parvient toujours pas et que ce n'est pas du tout la question. Elle suggère que c'est un rêve pour une fille de quitter la maison, c'est un voyage gratuit vers différents endroits. La biche demande de quoi parle le gars et de quel genre de liberté. Ziyu, je ne comprends pas très bien et regarde silencieusement la fille. Ziyu décide de revérifier l'état de la jeune fille frappée par la foudre. Tsu remarque que rien ne fonctionne encore. Ziyu vient dans l'un des hôtels locaux. Ziyu pense que s'il n'a plus de choix, alors il est prêt à le sacrifier et commence à se déshabiller. Tsu frappe le gars à l'arrière de la tête et le traite de pervers. L'on ne comprend pas ce qui se passe. Ziyu ne comprend pas ce qui manque à la fille, car il lui a déjà donné tout ce qu'il pouvait. Ziyu ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas et regarde le sol. La biche remarque une annonce sur un stand. Ziyu suppose qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez la fille. Tsu pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez ce gars. La biche remarque que l'affiche est recherchée et le monde bouge assez vite. Lan et Ziyu étaient recherchés. Ziyu se demande si la jeune fille s'inquiète pour sa famille. Le gars a remarqué qu'il avait complètement oublié une chose aussi évidente. Arrivé dans l'un des domaines, le couple fut accueilli par une jeune fille. Il y avait un grand nombre de chevaliers à l'entrée. La fille a salué sa sœur et était heureuse que tout allait bien pour elle. La jeune fille se demande si Ziyu est la même personne qui a sauvé sa sœur, se présentant comme King. Le gars salue la fille et semble l'appeler par son nom. Le couple entre dans le domaine et déambule dans les couloirs. Toutes les sœurs étaient heureuses de revoir Do. Ziyu remarque également la grande famille de Lan. King explique que toutes les filles sont des filles adoptives. Ziyu remarque qu'elle sait déjà comment leur première fille a été élevée. Je me demande si leur père est à la maison. Les King ajoutent que leur père a été accepté au service du palais du roi et qu'ils se rencontrent très rarement. La journée touche à sa fin et l'action se dirige vers la source chaude. Ziyu décide de se détendre et de profiter du reste de la journée dans le bain à remous. Tsu a noté que la famille du Premier ministre semble tout à fait idéale et que rien ne fonctionnera pour eux puisque l'on ne veut pas se séparer de sa famille. Elle s'essuie le visage avec un chiffon chaud et déclare ne pas comprendre ce sentiment. À ce moment, des jambes de femmes apparurent sur le seuil. Ils remarquent que quelqu'un est venu vers eux. Ziyu se retourne et suppose que le moment est venu de libérer les sources chaudes. King et sa sœur cadette se demandaient si le jeune maître accepterait qu'elle se joigne. Le gars ne comprend pas de quoi nous parlons et décide de demander à nouveau ce que King veut dire. La sœur cadette King répète qu'ils sont à la disposition du jeune maître. Les filles se rapprochent du gars, cela rend Ziyu très confus et il décide de clarifier si cela est obligatoire. King s'assoit à côté de lui et demande au gars d'être indiscret car ce sont les filles vertueuses du Premier ministre et il est de leur devoir d'organiser une réception cordiale. King ajoute que tout cela est comme il se doit. Ziyu, réalisant que Tsu va maintenant se mettre à crier, retourne le seau et demande où était la jeune fille sous l'apparence d'un phénix. King redresse ses cheveux et dit qu'elle peut amener n'importe quelle autre sœur que le jeune maître pourrait aimer. La sœur cadette King déclare qu'il vaut mieux ne pas sortir de l'eau en nageant car il fera très froid. Ziyu continue de tenir le seau dans lequel se trouvait Tsu indigné. Les filles commencent à masser le jeune M. Ziyu, le gars se demande si les filles doivent faire ça. King explique que dans leur monde, c'est monnaie courante et que les filles ont été aménagées exactement pour pouvoir récompenser une vie insouciante. Ziyu ne pouvait pas comprendre si Lan aspirait à une telle vie. King explique qu'il est de leur devoir de servir les invités, de servir les dîners et d'autres choses pour les riches. En ce moment, Lan est heureuse de revoir sa famille. La sœur cadette King décide de demander si le gars aime Lan. Est-ce le coup de foudre? King prend son visage et comprend tout, mais elle déclare que la fille ne peut pas être prise pour épouse. King ajoute que la jeune fille ou en tant qu'épouse de l'empereur ne peut donc pas servir les invités. King donne un massage au gars et raconte qu'après la mort de l'empereur, Lan a été fermé au palais et c'est pourquoi son père l'a envoyé à cette bataille. La sœur cadette King déclare que si l'homme veut entrer dans la résidence, les portes lui seront ouvertes. Ziyu lit qu'il ne peut pas prendre de décision sur cette question et se demande si la jeune fille doit continuer à suivre les règles familiales. À ce moment-là, dans l'une des pièces, une fille frappait Do dans le dos avec un fouet. Ziyu commence à comprendre que la jeune fille sera punie. Le dos de la biche était abondamment ensanglanté à cause du fouet. La biche a continué à endurer et à ne faire aucun bruit, car c'étaient les règles de leur famille qui ne pouvaient être enfreintes. Il faisait nuit pleine dehors et des lucioles apparaissaient progressivement. La biche gisait sur les genoux d'une des sœurs et se demandait quand finirait sa punition. La jeune fille a rencontré Lan par derrière avec de la pommade et lui a expliqué que cela était nécessaire pour qu'il n'y ait pas de cicatrice sur le dos de la jeune fille. La biche demande si elle a laissé tomber sa famille cette fois-ci, ce à quoi elle reçoit une réponse de sa sœur, ce qui est naturel, car la résidence a été bouleversée. Sœur Lan regarda Lan avec un sourire. La fille met sa main sur la tête de Lan et lui demande de ne pas s'inquiéter de tous les problèmes, car elle a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait et c'est l'essentiel. La jeune fille met tous les articles médicaux dans la boîte et annonce qu'elle a déjà subi la punition.
La fille demande à Lan de retourner dans la chambre et de se coucher tôt. La jeune fille propose de passer la nuit avec Lan, comme dans son enfance. La biche demande une telle faveur. La fille regarde sa sœur avec un sourire. Elle entre dans la pièce et salue la sœur de Lan. Il remarque que la jeune fille ne pourra pas rester avec Lan aujourd'hui. La jeune fille quitte rapidement la pièce et ajoute qu'elle ne les dérangera plus. La biche salue le Seigneur Céleste. Le gars demande qu'à l'avenir la fille commence à l'appeler par son nom. Sœur Lan décide de jeter un coup d'œil dans la pièce et de voir ce que fait le couple. La jeune fille déclare qu'avant que son père n'accepte leur mariage, il ne devrait rien faire d'étrange. Ziyu demande à la fille de ne pas s'inquiéter. Lan emmène Tsu et ne comprend pas ce qui lui arrive. Tsu était allongée sur le sol et de l'eau continuait de couler d'elle. Ziyu pensait que la fille faisait trop de courses. Ziyu s'approche de la sortie et essaie de dire quelque chose à Lan. Le gars lui attrape l'arrière de la tête. Vous déclarez que vous ne connaissez pas toutes les subtilités de ce monde et que vous n'avez pas le droit de le condamner. J'ai remarqué pendant des heures que la fille aimait beaucoup cette famille. La biche baissa le regard et confirma les propos du gars. Ziyu suggère que la jeune fille ne peut cesser de s'inquiéter pour sa famille. La jeune fille hocha de nouveau la tête avec approbation aux paroles du gars. Ziyu est d'accord avec un visage sérieux et demande à la jeune fille de le suivre. Lan ne comprend pas où Ziyu va à une heure aussi tardive. Ziyu s'arrête un instant et ajoute avec un sourire qu'ils vont tuer. L'un des gardes à l'entrée essaie de récupérer une épée, peu intéressé par le genre d'étrangers qui ont osé s'introduire par effraction dans la cité interdite au milieu de la nuit. Ziyu, les mains dans les poches, remarqua qu'il s'agissait du palais de l'empereur, qui paraissait très grand. Il s'intéressait à l'endroit où se trouvait actuellement l'empereur. Lan dit qu'après la destruction de 3 villes, le nouvel empereur a peur de dormir, car des âmes offensées pourraient venir à lui. C'est pourquoi la salle de réunion a été refaite. La biche pense que l'homme est là. L'un des gardes debout sur le mur a remarqué qu'il s'agissait du même type recherché plus tôt. Plusieurs gardes sautent du mur et décident immédiatement d'attaquer Ziyu sans défense. Do explique que vous n'êtes pas des gardes ordinaires et que vous ne devez pas être sous-estimé par M. Céleste. Ziyu accumule de l'énergie dans sa main et déclare qu'elle ne devrait pas s'en soucier, car l'essentiel est de choisir un endroit et tout se passera comme il se doit. Tous les gardes attaquent le gars en même temps. Ziyu active le premier talisman, appelé Focus de l'âme. Ziyu lance alors un sort de foudre et disperse tous les attaquants sur le côté. La biche demande si elle comptait entrer tranquillement. Il lui semble que tout n'ira plus bien après un tel rugissement dans la rue. Ziyu remarque que tous les gardes sont désormais assommés et qu'ils ne pourront pas signaler l'attaque. La biche comprend que le gars a tout réfléchi et ne s'est pas contenté d'utiliser son sort. Ziyu remarque la chute d'une météorite et se rend compte que Tsu est revenu vers eux. Tsu frappe le gars au visage de toutes ses forces, lui disant de mourir. Tsu était indigné d'être parti pour une courte période et le gars avait déjà créé tout un chaos. Ziyu déclare que l'on ne peut rien y faire et devrait accomplir cette tâche. La biche s'en excuse, car son père adoptif lui a appris que tout doit être achevé, d'autant plus qu'une des sœurs devra encore le faire. Tsu frappe à nouveau Ziyu sur la joue et lui rappelle que les célestes et les gens sont différents et que je devrais rejoindre une bataille commune. Ziyu, battu, s'assoit par terre et ajoute qu'il n'avait pas l'intention de tuer qui que ce soit et qu'il voulait juste aider la jeune fille à ouvrir la porte. Tsu déclare que ce n'est pas la question, mais que le gars est en réalité un véritable habitant céleste des palais. Tsu ajoute également qu'en interférant avec les gens, le gars risque d'être remarqué et s'il subit des blessures graves, cela affectera directement le céleste. Ziyu remarque qu'il a été blessé d'une manière ou d'une autre et que du sang coule le long de son bras. La biche demande de ne pas s'inquiéter et pense qu'il vaut mieux qu'elle s'en occupe elle-même et dès qu'elle aura terminé la tâche, elle viendra immédiatement vers eux. À ce moment, d'autres gardes se rassemblent à l'entrée, car tout le monde a entendu une explosion inhabituelle à la porte. Ziyu prend la jeune fille dans ses bras et ajoute qu'il avait initialement prévu de dégager la voie pour donner à la jeune fille l'opportunité d'entrer sereinement et de tuer l'empereur. Ziyu ajoute avec un sourire qu'ils ne pourront pas entrer aussi facilement dans le château. Ziyu active sa capacité et décide d'en finir rapidement avec cette affaire. Les lumières étaient allumées dans le château de l'empereur, car un concile s'y déroulait. Le père Lan se tenait au centre et rapporta qu'ils étaient incapables de retrouver et d'attraper ce tueur inhabituel. Le commandant en chef a noté que ce guerrier prendrait des risques pour le bien d'une femme. L'homme a proposé de le récompenser et d'accepter ses rangs. Je ne voudrais en aucun cas réagir à cette situation pour que l'empereur exige son assassinat. L'un des guerriers note que l'empereur aimait beaucoup rassembler autour de lui des personnes aux talents rares. L'homme jette le livre et demande à tout le monde de commencer à rechercher ce criminel et de le tuer immédiatement. L'homme remarqua que toute personne capable serait plusieurs fois insignifiante devant le grand empereur. Le père Lan s'incline devant l'empereur et déclare que cela sera fait. L'empereur se tient la tête et se demande quel genre de bruit se produit dans la rue. Tout le monde dans la salle entend également le bruit, mais ne comprend pas ce qui s'y passe. L'un des subordonnés est sorti et a remarqué une lumière mémorable à côté du portail. Ziyu et Lan sautent rapidement par-dessus les murs et atteignent l'empereur. Une puissante explosion se produit dans l'une des tours. La sécurité a remarqué qu'il s'agissait d'un suicide et qu'elle devait être arrêtée immédiatement. Ziyu a continué à renforcer les gardes les uns après les autres. Ziyu atterrit au sol et décide d'activer le troisième talisman, le démon de feu éclair. Ziyu déclara avec un sourire qu'il escortait simplement la jeune fille à l'intérieur. Une flèche touche la main du gars.
Xu essaie immédiatement de retirer la flèche des mains du gars. Xiu remarqua que de simples flèches étaient capables de le transpercer malgré le sort d'armure spirituelle. Xu rappelle que la chance de la famille impériale est ici présente, la grandeur de la capitale. Xu pense que si le gars continue dans le même esprit, les chevaliers armés d'arc attaqueront avec encore plus de force. L'un des principaux donne l'ordre de rééditer. La biche en souriant demande au gars d'arrêter car elle compte aller plus loin elle-même. Xiu demande à la fille de le serrer plus fort dans ses bras, son visage était plutôt sérieux. La biche se pressa contre le corps du gars en souriant. Xiu échappe très rapidement au flot de flèches. Derrière le dos du gars, il y avait une pluie de nombreuses flèches. Xiu active son ancien et se couvre de son pouvoir. Xiu décide d'activer une autre de ses capacités, car elles sont désormais dans le même souffle. Xiu prévoyait d'entrer par effraction dans le bâtiment à grande vitesse. Il y avait déjà des gardes à l'entrée du bâtiment et ils ont remarqué que c'était le même tueur qui tentait maintenant de s'introduire par effraction. L'empereur ne réagit en aucune façon à cette nouvelle et à la situation dans son ensemble. Le commandant en chef a désigné la garde responsable. Tous les gardes dressèrent leurs boucliers pour couvrir l'empereur. Tout le monde commença lentement à s'approcher de Xiu. Xiu a exigé que tout le monde parte. Le gars active le premier talisman, le foyer des âmes. Un énorme dragon apparaît derrière les boucliers des gardes, couvrant l'empereur. Le pouvoir de Xiu et celui impérial se rencontraient au milieu. La sécurité a continué à tenir et n'a pas laissé passer l'être céleste. Il y avait plusieurs flèches sur Xiu et son pubis saignait. Il regarda silencieusement les gardes debout devant lui. L'un des commandants en chef, chargé d'un garde de contact, a attrapé le gars, qui était déjà épuisé. Tous les gardes munis de boucliers commencent lentement à entourer le gars et la fille. Toutes les sources à proximité se mirent à rire sombrement avec assurance. Après tout, personne ne pouvait même penser qu'un type serait capable de les pénétrer. L'empereur, sans aucune émotion, reconnu infecté, se fit couper les bras et les jambes et les envoya pour interrogatoire. Xiu, sans plus tarder, commence à s'élever dans le ciel sur fond d'énormes éclairs. À ce moment, l'ancien Xiu atterrit brusquement et disperse tous les gardes sur les côtés. Xiu est incapable de continuer le combat et s'assoit à une distance sûre, ordonnant à l'ancien d'avancer. Une fois le chemin dégagé, la biche décide d'intervenir elle-même et de percer jusqu'à l'empereur. L'un des commandants en chef enlève avec colère ses casques, ordonnant aux gardes de protéger l'empereur à tout prix. La biche, sans aucun effort, commence à couper les boucliers avec sa lance et parvient progressivement jusqu'à l'empereur. La biche a continué à se battre avec une grande armée. L'empereur était furieux d'une telle impudence, car la jeune fille n'osait pas le déranger. L'empereur décide de prendre son épée et de riposter une fois pour toutes. La lance de Lan se dirige déjà vers la gorge de l'empereur, mais pour une part, Lan décide de se tourner vers lui. La biche ajoute que l'homme doit mourir. L'empereur fut déconcerté par ce résultat. Tout présente sa lance à la gorge de l'homme. L'empereur regarde Lan avec un sourire. Vous ajoutez que même un millier de guerriers ne peuvent pas se comparer à la jeune fille, car elle possède des compétences parfaites. L'empereur ajouta qu'elle fut fidèle jusqu'au bout et pénétra par effraction dans le palais de la nuit. Le président rit bruyamment, croyant que même si elle est une fille, elle a l'esprit d'une vraie guerrière. L'homme déclare que Shu a élevé une excellente fille. Le père Lan s'approche et déclare qu'il ne mérite pas tous ses éloges. La biche remarque que son père s'approche et en est très choqué. L'homme exige que la jeune fille retire la copie à l'empereur. La biche suppose que son père est retenu ici contre sa volonté, elle est venue le sauver. Shu, sans plus tarder, frappe la jeune fille au visage et lui demande de fermer la bouche et de ranger sa lance. La biche ne comprenait pas pourquoi tout se passait ainsi, car c'était son père qui lui avait confié cette mission. L'empereur déclara que Shu avait toujours été leur homme. L'empereur explique que grâce à cet homme ils prirent possession du trône. La biche ne pouvait toujours pas croire ce qu'elle entendait, car pendant tout ce temps elle considérait son père comme un homme juste. L'empereur déclare que Shu a servi dans la dynastie précédente et que c'est lui qui a dirigé le châtiment. Tous les gardes s'inclinent devant l'empereur et commencent à dire à quel point il est influent. Xiu n'était pas satisfait que tout le monde soit époustouflé par ce spectacle bon marché qui dure une éternité. Le gars suppose que cet homme a également trahi toutes les autres personnes impliquées dans le meurtre. Xiu note que la jeune fille n'a probablement plus d'affection et qu'elle peut facilement devenir un être céleste. Xiu tourne la tête et déclare que si tout est réel comme le dit la fille, alors c'est merveilleux. La biche baissa la tête et ne savait pas quoi faire ensuite. Tous ceux qui étaient dans la salle ont continué à louer l'empereur. La lance de la jeune fille tombe au sol, car elle ne savait pas quoi faire ensuite. L'empereur, au visage sérieux, exige qu'ils soient saisis et qu'on leur fasse boire du vin empoisonné afin que leur corps reste indemne. Tous les gardes entourent Lan et Xiu. Xiu ne comprend pas pourquoi il a été capturé parce qu'il a joué avec eux. L'homme souligne que Shu a une bonne fille, mais qu'elle n'a pas pu rester en vie à cause d'un manque de respect envers l'empereur. Shu se tourne vers sa fille et déclare qu'elle entrera dans l'histoire comme une grande femme. La biche, les larmes aux yeux, déclare qu'elle n'était pas prête à mourir pour ça. La jeune fille se souvient de la façon dont son père l'a prise en charge. La jeune fille a noté qu'elle avait eu beaucoup de chance d'avoir réussi à devenir la fille de Shu. La jeune fille croyait également que même si c'était assez difficile et fatigant pour elle, elle considérait que tout était égal au fait qu'elle avait vécu la vie la moins heureuse. La biche essaya de retenir ses larmes,
ajoutant que pour cela elle était prête à donner sa vie. Shu lui tend un verre de vin et ajoute qu'elle devrait suivre sa commande. Un autre homme s'approche de Ziyu avec un verre et lui demande de boire également la boisson. Lan tourne la tête vers Ziyu et se demande s'il peut partir à tout moment après ce qui s'est passé. Ziyu regarde les gardes qui le retiennent prisonnier, ajoutant que ce n'est pas un problème pour lui et qu'il peut l'emmener avec lui. La biche en souriant déclare que dans ce cas elle est calme et dans ce cas elle ne pourra pas devenir un être céleste. La jeune fille boit immédiatement un verre de vin sans aucune hésitation. La biche laisse tomber le verre par terre et s'agenouille. La biche baisse la tête et dit qu'après cela, tout le monde pourra continuer sereinement sa vie heureuse. L'empereur a également ajouté qu'il devrait se débarrasser du reste de ses filles car cela pourrait constituer un autre problème. Shu déclare que les compétences de combat des autres filles ne correspondent pas et, en comparaison avec Lan et l'homme, elle ne les utilise que pour servir les clients. L'homme ajoute que demain il enverra toutes les filles au bordel. La biche a été choquée par les paroles de son père. Tsu, ne voulant pas continuer à écouter, suggère également au gars de quitter ce monde le plus tôt possible. Ziyu pense que les célestes ne devraient pas se soucier de la confrontation entre le bien et le mal dans le monde humain. Ziyu ajoute que plus le pouvoir des célestes est grand, plus leurs entraves sont grandes. Le gars se lève soudainement, crachant une grande quantité d'éclairs sur les gardes. Ziyu pense que l'empereur a agi de manière assez malhonnête envers Lan. Le gars crée une énorme machine whirlwind dans le château. Ziyu pense qu'il devrait avoir au moins une telle liberté d'action. Ziyu frappe le père Lan au visage de toutes ses forces, lui cassant les dents, car s'il ne le fait pas, alors quel genre de personne céleste est-il? Shu se penche en arrière et l'homme glisse sans âme au sol. Lan commence immédiatement à appeler son père. La fille ne s'attendait pas à ce que Ziyu fasse cela. L'empereur décide d'appeler tous les gardes et de tuer les voyous. Tous les gardes se tiennent devant Ziyu et commencent à viser avec des arbalètes. Ziyu utilise le 4e sort et se dirige instantanément vers la fille. De nombreuses flèches volaient dans le dos du type. Ziyu utilise également la carte Windflow pour faire exploser toutes les flèches. La biche se blottit contre le gars et est bouleversée, se demandant ce qui va arriver à sa famille sans son père. J'explique à Ziyu qu'un étranger ne devrait pas s'immiscer dans la vie de quelqu'un d'autre, mais le gars voulait exprimer son opinion. Ziyu sourit et dit que sa famille serait bien mieux sans Ziyu. La biche baissa la tête en silence, elle était très déprimée. Sans plus attendre, Ziyu pousse à nouveau la jeune fille et lui demande de profiter de l'instant. Le commandant en chef balance son épée au visage de Ziyu. Le commandant en chef s'approche du gars avec l'épée et lui demande d'accepter sa punition. Ziyu lance immédiatement le premier sort, concentration des âmes. Ziyu concentre son pouvoir dans la paume de sa main, provoquant l'apparition de petits courants électriques. Les commandants en chef déclarent eux aussi qu'il est trop tard et qu'il est déjà à proximité. L'homme heurte l'endroit où se trouvait Ziyu à l'instant, le gars parvient à sauter sur le côté. Ziyu, incapable de rester debout, tombe et remarque qu'un seul général est déjà assez terrifiant. Ziyu déclare que le sort est assez injuste. La biche est allongée au pied du gars, inconsciente. Tsu remarque qu'il s'agit précisément du lien entre le ciel et la terre, qui a été rompu il y a longtemps. Tsu pense que la fille ne résistera pas à un tel flux d'énergie. Ziyu comprend que la jeune fille sera bientôt empoisonnée et que Lan prendra fin. L'empereur exige que le commandant en chef prononce immédiatement l'assaillant. Ziyu essuie le sang de son visage et déclare avec un sourire qu'il ne pourra pas le garder ici. Ziyu prend la fille par le col et ajoute que cette fois il sera trop dur. Ziyu soulève Lan et ajoute qu'il pense que la fille va tout endurer. L'énergie électrique commence à s'accumuler autour du gars. Tsu comprend où cela va et décide de demander si le gars va faire ça dans un lieu aussi public. Ziyu commence à crier que l'empereur est un tyran ignorant, ce que tout le monde dans les environs du château commence à entendre. Les gardes de sécurité à l'entrée ne savaient pas quels sons ils entendaient. Ziyu déclare avec colère que ce sont les cieux qui sont remplis de dégoût pour l'humanité. Un grand nombre d'éclairs commence soudainement à frapper le château. Ziyu appelle cela la colère du Tout-Puissant. Tout autour du château commence à s'effondrer lentement, se recouvrant d'une lueur dorée. Les gardes qui se trouvaient près du château commencèrent à lire et à s'excuser auprès du Seigneur. Les moines qui se trouvaient également dans le château demandèrent pitié aux célestes. L'empereur commença lentement l'épilation, mais ne croyait toujours pas à l'existence des êtres célestes. S déclara avec un visage sérieux que tout le monde devait accepter le châtiment divin. Un grand nombre d'éclairs continuèrent de percer le château et de le détruire, tout était couvert de feu. La destruction fut dramatique, provoquant l'effondrement du château en petits morceaux. Lan, avec l'aide de Ziyu, se lève et se demande si tout est arrivé à cause d'elle. La jeune fille ne s'attendait pas à ce que tout se passe exactement ainsi. Ziyu attrape sa tête et pense qu'il est allé un peu trop loin avec la destruction. Ziyu se retire et déclare qu'il est catégoriquement contre l'ingérence des êtres célestes dans les affaires humaines. Ziyu ramasse l'épée et ajoute que de toute façon, si quelqu'un essaie de le tuer, il ripostera certainement. L'épée commence lentement à se désintégrer entre les mains du gars. Ziyu remarqua l'énorme différence de force entre les célestes et les humains. Lan comprend qu'à cause d'elle, un grand nombre de personnes ont été tuées, dont son père et l'empereur. La jeune fille se demande ce qui va lui arriver ensuite. Ziyu déclare que cela ne sera pas mauvais pour l'ère féodale de ce monde, car ils vivent réellement dans des temps troublés.
Ziyu note également que les mots qu'il a utilisés lors de la mort du tyran devraient être utilisés comme instruction divine pour ce monde. Ziyu baisse les yeux, notant qu'il est peu probable que d'autres dirigeants deviennent meilleurs après cela, mais au moins cela obligera tout le monde à bien réfléchir avant de faire quelque chose. Ziyu pointe le ciel du doigt et déclare que tout le monde devrait lever la tête, car il y a vraiment un dieu dans le ciel. À ce moment-là, Tsu se jette sur le visage du gars et lui demande d'arrêter de développer et de dire de telles choses. Tsu commence à secouer Ziyu, notant qu'il a tué un grand nombre de personnes et qu'il ne pourra pas éviter la plupart des conséquences. Ziyu, incapable de se retenir, a crié sur Tsu, car il a déployé beaucoup d'efforts et demande au phénix de ne pas le frapper de toutes ses forces. Ziyu et Tsu commencent à se battre entre eux, prouvant lequel d'entre eux a vraiment raison. La biche s'écarte silencieusement et ajoute que le Seigneur Céleste a vraiment essayé et voulait le meilleur. Ziyu s'arrête et se souvient d'un autre problème. Ziyu a expliqué qu'il avait laissé la technique de cultivation à la famille Lan lorsqu'il était parti. Les filles ont été émerveillées par la découverte. Shu a noté que ces méthodes sont plutôt chaotiques, mais que leurs avantages sont qu'elles sont simples et fiables. XY a également ajouté que la famille Lan sera en mesure de pratiquer l'immortalité et acceptera les étudiants et les aidera à pratiquer dès l'enfance. Ziyu commence à agiter dessus comme un porte-clés et se souvient qu'il n'est jamais allé dans une secte, mais pense que ce sera le meilleur endroit confortable et chaleureux. Lan ne comprenait pas très bien pourquoi Ziyu avait fait cela pour elle. Ziyu s'arrête et serre dessus dans son poing, lui demandant si c'était les pensées que la jeune fille ne pouvait pas quitter. Ziyu demanda à regarder le corps brillant de Lan, notant qu'un grand nombre de personnes avaient été envoyées dans l'autre monde et que les mauvaises pensées de la jeune fille devenaient beaucoup plus fortes. Ziyu a également noté qu'ils s'étaient déjà connectés ensemble avec son esprit. La biche remarque ce même esprit de rage et réalise qui elle était dans cette bataille. Ziyu regarde la réaction de la jeune fille. L'esprit de l'ancien Ziyu décide d'attaquer l'esprit de rage, car maintenant le châtiment céleste doit être enfin purifié. L'esprit des anciens transperce l'esprit de rage. Ziyu ajoute que toute la saleté qui s'est formée ici devrait être éradiquée. L'esprit de rage est rejeté du flux d'énergie. La biche commence à ressentir une douleur intense dans son corps. Tsu commence à crier de confusion. Après tout, le corps de Lan ne résistera pas à une punition céleste aussi sévère. La biche tombe à genoux et commence à saigner. La jeune fille explique qu'elle va bien et qu'elle aurait pu mourir depuis longtemps. La biche remarque la lame à côté de elle. Elle le regarda d'un air interrogateur. Ziyu, enveloppé dans son pouvoir, remarque qu'il devrait utiliser les actions de punition céleste et purifier les soi-disant mauvaises pensées du mauvais esprit. La biche se relève péniblement. La fille était enveloppée d'énergie violette. Ziyu essaie de lui expliquer la suite de la tâche. Ziyu demande en souriant à la fille de le vaincre. Derrière le dos du gars se tenait un ancien esprit debout. Les yeux de Lan commencèrent à briller d'une lueur dorée. La jeune fille a déclaré qu'elle obéirait à l'ordre. Les esprits continuèrent à se battre entre eux dans le domaine électrique. Ziyu et Lan se tenaient au sol et se battaient entre eux. Ziyu avec un corps ensanglanté tend la main vers Lan. Ziyu plaça 2 doigts sur le front de Lan et activa sa technique. La même chose s'est produite entre les esprits, dont l'esprit de rage a lentement commencé à se désintégrer. L'esprit de rage fut repoussé et le corps continua lentement à se désintégrer en petites particules. La jeune fille ajouta avec un sourire qu'ils avaient enfin terminé le combat. La biche, en regardant son corps, a supposé que c'était son obsession, car elle en ressentait un soulagement. Ziyu baissa les yeux et expliqua que l'esprit maléfique était désormais complètement purifié. Ziyu a ajouté qu'après le châtiment céleste, des portes célestes sont apparues dans ce monde, ce qui élèverait l'âme de Lan. Tsu ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait, car les palais célestes de ce monde avaient été à nouveau restaurés. Ziyu a suggéré que les lois célestes peuvent en fait être modifiées selon le souhait du maître. Tsu ne comprenait pas non plus comment le gars avait réussi à rester en vie après toutes les destructions qu'il avait apportées à ce palais. La biche regarde les portes nouvellement érigées, elle se demande s'il y avait là des palais célestes et si les célestes y vivaient. Ziyu déclare qu'en théorie il en est ainsi, mais qu'en réalité, seul lui et Tsu y vivent et ils devront d'abord tout restaurer. Ziyu a ajouté que c'est pour cette raison qu'il cherche à ce que les gens ascensionnent à nouveau, rétablissant ainsi la connexion du ciel avec des milliers de mondes. La biche réagit aux paroles du gars avec un sourire, elle était heureuse d'entendre un acte aussi noble. La biche a également suggéré que dans chaque monde, après avoir retrouvé les palais célestes, la descente de la divinité dans le monde des mortels se produirait. Ziyu, se tenant l'arrière de la tête, explique cela en disant qu'il avait trop peu d'expérience et que cette situation était particulière. Ziyu a noté que dans la plupart des cas, les mortels se débrouillent très bien avec leurs propres affaires et n'ont pas besoin de Dieu du tout, mais que parfois ils devraient intervenir. Ziyu, avec un visage sérieux, estime que la responsabilité du maintien des lois célestes incombe aux célestes. Lan pense avec un sourire que cela semble très cool. Lan commence à se dissoudre lentement sous les yeux de Ziyu, elle aimerait prendre part à cette affaire, mais elle est très loin. La fille s'est complètement dissoute et Ziyu s'est rendu compte qu'en fin de compte, il n'avait pas réussi. Ziyu et Tsu retournent au palais. Ziyu a expliqué cela en disant qu'en fait la fille s'est avérée n'être pas une vraie pratiquante et que le résultat était évident. Ziyu a ajouté que même s'ils n'ont pas réussi leur ascension, ils ont réussi à rétablir le flux d'énergie QI avec l'un des mondes. Le gars décide de rentrer chez lui pour se reposer.
Tsu s'intéresse au projet du gars de rentrer chaque jour dans son monde mortel à l'avenir. Ziyu explique cela en disant qu'il a loué l'appartement pour une raison et qu'il s'y sent beaucoup mieux. Ziyu se retourne et regarde Tsu, remarquant que la jeune fille aimerait aussi être seule avec elle-même. Tsu a été surpris que le gars ait remarqué cela, il y avait de graves blessures sanglantes sur le corps de la jeune fille. Ziyu baissa la tête, confus par ce qui s'était passé. Ziyu enfile sa veste et se demande pourquoi la jeune fille n'a pas dit plus tôt que descendre dans le monde des mortels était si dangereux pour elle. Le gars rentre chez lui et décide de prendre une douche d'abord. Le gars est debout dans la cabine de douche, la tête baissée. Ziyu était déprimé par la perte de Lan lors du dernier voyage. Le gars ne savait pas quoi faire ensuite s'il ne pouvait pas sauver la fille. Ziyu se souvient également des blessures graves sur le corps de Tsu. Ziyu saute sur le lit et se couvre les yeux avec sa main, le gars a compris qu'il avait tout gâché. À ce moment, une voix féminine appela Ziyu. Le gars ouvre soudain les yeux, Do s'allonge à côté de lui, la jeune fille se demanda s'ils étaient dans des palais célestes. Ziyu sauta du lit avec enthousiasme et appela Molan. La jeune fille se demande à nouveau s'ils sont dans le palais et pourquoi tout dans ce monde est si étrange. Ziyu, sans réagir aux paroles de la jeune fille, commence à examiner le visage de Lan, remarquant que la sensation est douce sur le visage de la jeune fille. Ziyu remarqua que d'autres parties du corps étaient tout aussi douces au toucher, la biche se tourne vers le Seigneur Céleste. Ziyu arrive à la conclusion qu'il s'agit de l'esprit du Céleste décédé. Ziyu donne sa chemise à la fille, Ziyu ajoute que même si son esprit a pu recréer le corps, elle n'est pas consciente de tout. Ziyu explique cela en disant que lors du jugement divin, le corps du pratiquant subit une grave destruction, grâce à laquelle l'âme est libérée et remplie du pouvoir de l'immortalité. Le gars ne s'attendait pas à ce que la fille soit capable de se débarrasser directement de son corps physique et de monter sous la forme d'un esprit. Ziyu ne comprenait pas pourquoi, après l'ascension, la jeune fille restait toujours à côté de lui. Ziyu a supposé qu'après des circonstances récentes, Ziyu avait scellé les palais et que l'on n'avait pas pu déménager à cet endroit. Ziyu, à son tour, aurait pu être transporté au palais à tout moment, mais il prévoyait d'attendre quelques jours et de laisser Tsu se reposer après les récents événements. Lan, voyant que Ziyu réfléchissait, décide de se tourner à nouveau vers lui, car elle ne savait pas où elle se trouvait. Ziyu décide de garder la fille avec lui et de lui donner l'opportunité de vivre avec lui jusqu'à ce qu'il l'emmène au palais. Ziyu pose sa main sur la tête de la jeune fille et le remarque, qu'elle a la volonté de gagner. La jeune fille était très heureuse que le monsieur la félicite. Ziyu, pointant du doigt la jeune fille, souligne qu'il a déjà étudié son élévation, mais que celle-ci est fondamentalement différente de son élévation. Le gars avait prévu d'étudier la fille. Lan demande de quel genre d'études parle Ziyu. Ziyu a souligné que la nuit serait longue et qu'il ferait des choses intéressantes. Lan est d'accord avec les paroles de Ziyu. Le lendemain matin, Lan était toujours dans le monde de Ziyu. Ziyu allume la cuisinière et décide de préparer le petit déjeuner. Ziyu sort une poêle à frire et commence progressivement à cuisiner. Le gars demande à la fille d'arrêter de regarder autant la télé et de venir prendre son petit déjeuner. Ziyu était étonné que l'inconnu se soit rétréci en utilisant un sort et soit assis dans la boîte. Ziyu a demandé à la fille de venir prendre le petit déjeuner, puis le gars a prévu de tout expliquer. Ziyu, assis à table, a également noté que la jeune fille ne devrait pas continuer à porter ses vêtements. Il avait prévu d'aller faire du shopping avec sa petite amie. La biche a demandé de ne pas simplement dépenser de l'argent pour elle, car la fille n'a plus de corps et elle ne se soucie pas de quoi porter. Le gars était contre que la fille remette son ancien costume, parce que tout le monde commencerait à les regarder de travers. Ziyu ajouta avec un sourire qu'il ne décevrait pas la jeune fille dans sa recherche de vêtements. Ziyu a ajouté qu'au contraire, cela ouvrirait les yeux de la jeune fille sur un nouveau monde. Ziyu et Lan sortent et se dirigent vers un magasin de vêtements à proximité. Plusieurs filles passent devant d'eau, ce que la fille remarque. La biche se demande si cet endroit est le royaume des célestes. Le gars confirme que c'est exactement le cas, dans un sens. Ziyu, prenant son smartphone, décide d'acheter d'abord des sous-vêtements à la fille, puis des vêtements et des chaussures. La jeune fille supposait que tout le monde dans le royaume portait des sous-vêtements et une robe en même temps. Ziyu explique que personne ne fait cela et demande à Lan d'écouter les experts en la matière. Ziyu et Lan entrent dans le magasin et le gars demande au vendeur d'aider Lan à choisir une tenue pour de l'argent. Les filles ont entouré Lan et ont commencé à mesurer la fille de la tête aux pieds. Ziyu demande à la fille de se détendre car il sera dehors. Ziyu regarde le ciel en se demandant ce que fait Tsu en ce moment. Tsu se regardait dans le miroir à ce moment-là et remarqua que Lan avait réellement survécu et était devenu un céleste. Tsu pensait qu'elle-même ne pouvait pas s'y soustraire, car elle avait encore besoin d'avoir le temps de restaurer certaines choses avant l'arrivée de Ziyu. Tsu a commencé à restaurer le moment de se connecter avec le reste des mondes. La jeune fille croyait que le moment viendrait et que les palais fleuriraient comme avant. L'un des vendeurs d'un magasin de sport lui propose de lui acheter des vêtements. Dans le magasin voisin, une femme a proposé d'acheter plusieurs robes sexy pour une fille. Un homme vêtu d'un costume une pièce moulant posa silencieusement devant Ziyu. Sans plus tarder, le gars accepte et achète également un maillot de bain à Lana. Lan demande à Ziyu d'arrêter de lui acheter des choses, car c'était suffisant pour la fille. Ziyu décide également d'acheter des uniformes élégants pour la jeune fille avant de terminer ses courses. Finalement, la jeune fille rentra chez elle avec tous ses achats avec Ziyu.
Lan remarque une publicité sur l'une des affiches publicitaires expliquant comment les hommes, comme les femmes, peuvent gagner de l'argent par eux-mêmes. La jeune fille était intéressée par le fait que dans le Nouveau Monde, n'importe qui peut gagner de l'argent par lui-même. La publicité indiquait également que la richesse ne peut être mesurée par la valeur d'une personne. La biche continuait d'écouter silencieusement cette publicité. Le lendemain, Lan était toujours chez Ziu. La biche se réveille sur le canapé et se lève aussitôt, tous les objets achetés par la fille traînaient autour du lit. La biche décide immédiatement de sortir du lit et de se promener dans la maison. Une fille fait une queue de cheval sur sa tête à l'aide d'un élastique du Nouveau Monde. La biche enfile également un short et nettoie. En entrant dans la chambre de Ziu, elle observe que le Seigneur Céleste était en méditation. La jeune fille a décidé de chercher un emploi et de gagner elle-même de l'argent. Ziu, en se réveillant, supposa qu'il venait d'entendre Lan. La biche sort dans la rue et commence à chercher un travail qui lui convient. Il y avait deux hommes effrayants au coin de la maison, ils regardaient de travers la fille qui passait. Des hommes avec des cigarettes aux dents jouaient avec de la ficelle, ils furent surpris par une jeune fille qui passait. La biche a continué à regarder l'annonce, essayant de trouver cet endroit. L'homme décide d'approcher Lan et de lui demander si la fille cherche un emploi. L'homme ajoute qu'ils ont des emplois avec de bons salaires pour les jeunes filles. Homme, je suggère aux filles de jeter un œil d'abord au travail, puis de décider. Des inconnus escortent lentement la jeune fille dans le club. Lan se demande si elle a besoin d'une expérience professionnelle pour cela. L'homme s'appuie contre le poteau et déclare que la jeune fille n'aura qu'à danser et divertir les hommes qui viendront. La biche ne comprenait pas vraiment à quel point elle devait enflammer le cœur des hommes à l'aide d'une perche. La jeune fille touche le poteau et commence à comprendre ce que l'employeur exige d'elle. À cette époque, S avait déjà commencé à rechercher Lan à l'aide de la technologie, il ne savait pas où la jeune fille s'était enfuie. Ziu commence à se rendre compte que la fille s'est retrouvée dans un endroit où il allait souvent. Ziu ne pouvait pas croire que c'était le club dans lequel Lan avait réussi à entrer. Ziu se précipite dans le club en criant « Où se trouve maintenant Lan ?» Ziu était choqué par ce qu'il voyait, il était dans un état de stupeur. Tout le monde admirait la façon dont la jeune fille dansait sur scène, ils essayèrent d'attirer l'attention de la jeune fille. Les filles qui travaillaient avant Lan ont remarqué qu'elle n'obtiendrait rien à cause de la nouvelle star, suggérant qu'elle devrait retourner à l'université. Ziu emmène Lan et l'emmène hors du club. Lan suppose que le gars n'aime pas son nouveau travail. Ziu explique que ce n'est pas le meilleur travail, ce qui vaut la peine d'être utilisé. Le gars invite Lan à devenir son système. Ziu décrit le travail avec un sourire comme quelque chose de merveilleux, car la jeune fille devra l'accompagner et aider à élever les palais des Célestes. Ziu compare ce travail à un système intangible, mais il était plutôt content d'avoir sa jolie sœur à côté de lui. Tsu finissait à ce moment-là d'ériger le monument et de le mettre en ordre. Tsu était heureuse d'avoir pu réparer et restaurer le monument dans sa forme originale. Tsu éprouve un sentiment incompréhensible à l'intérieur, ce qui l'étonne grandement. La jeune fille tombe à terre, impuissante. Tombée sur la dalle du monument, elle constata qu'il était encore trop tôt pour se précipiter autant. La biche continue de regarder la télévision. Ziu a rappelé à la fille que demain, il devait aller dans les couloirs. Ziu ajoute avec un sourire que tout dans le palais n'est pas aussi bon que la jeune fille pourrait le penser, car la destruction l'y attend. La biche déclare qu'elle est prête à affronter les difficultés. Tsu rencontre le couple dans le palais avec des décorations festives. Lan remarqua que les palais n'étaient pas du tout aussi mauvais que Ziu les décrivait. Ziu prend la pipe des mains de la jeune fille et déclare que Lan aurait dû livrer le palais désolé. Le visage de Ziu change et décide de parler de nouvelles récentes. Ziu ajoute qu'ils se séparent et que Tsu devrait prendre sa retraite. La jeune fille était très déprimée par cette nouvelle. Tsu demande au gars de reprendre ses esprits, car le jeune maître avait encore besoin d'elle. Shu a souligné qu'il n'avait jamais qualifié la fille de mignonne. La biche a tenté de calmer et de désamorcer la situation. Ziu prend la main de Tsu et ajoute que la jeune fille est très capable et qu'elle sera en mesure de fournir un soutien approprié dans le nouveau monde. Ziu était également préoccupé par la santé de la jeune fille, il ne voulait pas blesser Tsu à l'avenir à cause de cela. La fille était flattée d'être si importante pour le gars. La jeune fille pose sa main sur l'épaule de Ziu et déclare qu'elle est prête à abandonner sa place et qu'elle s'occupera du gars. Tsu s'approche également de Lan et lui explique qu'il fera part de ses connaissances à la fille afin qu'elle soit prête à tout. Tsu demande à la suivre et à se familiariser d'abord avec toutes les structures et leurs noms. La jeune fille représente la statue du grand guerrier de la colère céleste. Jiu a expliqué que le monde entier n'était humilié que par la vue d'une longue épée, lorsque la société en armure traversait les 4 mers. Ziu fut surpris de la taille du précédent céleste et de la beauté de son épée. La jeune fille ajoute que la statue n'a pas été entretenue depuis plus de 3000 ans et que maintenant il ne devrait même plus penser à la manière de l'utiliser. D'un simple toucher, la statue se désintègre immédiatement devant le gars. Ziu et Lan étaient étonnés que Jiu présente essentiellement un paysage ordinaire devant eux. Tsu se tient au milieu et montre l'enclume sacrée, sur laquelle absolument toutes les armures et armes pourraient être forgées. Ziu observe qu'il y avait des épées magiques devant ses pieds. Tsu invite également le couple à se rendre au palais des bêtes mystérieuses dotées de pouvoirs surnaturels. Ziu suppose que le bâtiment a la même histoire et qu'en raison de l'absence du propriétaire, tout pourrait tout simplement s'effondrer. Tsu dit que pour protéger les animaux divins,
tout le monde a décidé que les êtres célestes et les animaux devaient être égaux les uns aux autres. En fin de compte, Tsu représente le monument final, la demeure des âmes. Ziyu, les mains dans les poches, remarqua que cette image semblait plutôt inquiétante. Tsu met la main dans l'eau sacrée et ajoute que désormais tous les êtres célestes sont dans la demeure des âmes et qu'ils étaient incroyablement forts. Tsu pensait qu'il devait continuer à travailler sur la connexion de nombreux mondes. Ziyu pensait qu'il ne devrait pas compter sur une autre recherche de l'énergie infinie. Ziyu comprit qu'il y avait trop de petits mondes et qu'il leur serait difficile de trouver une personne appropriée. Tsu propose d'utiliser un miroir, car cela aidera à résoudre le problème du gars. Tsu a également noté qu'après la dernière ascension, le miroir de recherche s'est également amélioré et compte environ 10 tentatives de recherche. Tsu, pointant le gars du doigt, a ajouté que tout cela ne dépend que de la chance. Compare un tel événement à un choix de personnage. Ziyu ordonne à Lan de sortir la première carte avec une énorme classification. Ziyu pense que grâce au système, il pourra faire une surprise spéciale, car il croyait en la chance de la jeune fille. La biche y met la main et explique qu'elle a pu en obtenir une. Ziyu remarqua une lueur dorée, suggérant qu'ils avaient réussi. Tsu hocha la tête avec approbation en réponse. Une jeune fille en robe monastique est apparue à l'écran. Tsu remarque que ce monde est détruit et que tout repose uniquement sur les épaules de la jeune fille. La fille demande à Lan de garder un œil sur le gars et de ne pas gaspiller d'énergie. Ziyu, prenant une des cartes techniques, pensa qu'au moins la première fois, c'était difficile et effrayant pour lui. Maintenant, le gars était prêt à tout. Tsu a remarqué que le gars avait très confiance en lui lorsqu'il entrait dans ce monde. La biche remarque dès les premières minutes que ce monde était fait d'épées et de magie. La biche comprend que les chevaliers se sont battus pour le roi et que les magiciens, à leur tour, ont protégé la sainte jeune fille. La jeune fille explique cela jusqu'à ce que l'inconnu descende du ciel et fasse une nouvelle révolution dans l'histoire. Ziyu nota avec un sourire que c'était cet événement qui marquait le début de nouvelles rencontres et aventures. La jeune fille était à côté du monsieur et a déclaré qu'il prenait le chemin de la création d'une nouvelle histoire. Ziyu ne comprend pas ce que la jeune fille marmonne dans sa barbe. La jeune fille a rappelé comment Tsu lui avait appris à se lever en utilisant le bon système de Ziyu. Ziyu décide immédiatement de confisquer le livre fourni par Tsu. Le gars demande à la fille de commencer à réfléchir avec sa propre tête sans y être invitée. La jeune fille sort un autre livre, croyant que Tsu en fera un système digne de Ziyu. Ziyu prend la fille par la main et déclare qu'il est temps pour eux de se mettre au travail. Lan se demande si Ziyu a un plan. Ziyu sort une carte technique et déclare que cette fois il a un plan différent car il n'aura pas à faire appel à la cour divine comme dans le monde Lan. Ziyu lance le troisième sort, vitesse fulgurante, et il commence rapidement à se déplacer à travers le champ. Ziyu remarqua une immense ville sous une falaise. Ziyu descend des montagnes avec Tsu, voulant comprendre pourquoi il ne ressent aucune aura dans cet endroit. Ziyu décide de découvrir ce qui bloque exactement sa perception. Ziyu remarque un pictogramme apparaître devant eux. Ziyu réalise immédiatement que c'était un piège. Le gars a remarqué que leur candidat était vraiment très fort et il a immédiatement voulu obtenir un pouvoir similaire. Ziyu pense que leur salutation a été très chaotique et il lui a semblé étrange que personne n'y ait réagi. À ce moment, un des gardes du royaume s'approche du couple. L'homme était indigné que des gens se retrouvent dans les terres interdites de la ville enneigée. Sans plus attendre, le gardien décide d'attaquer immédiatement, invitant le couple à accepter son sort. Le gars parvient à bloquer le coup de lance avec sa technique. Ziyu était étonné par la force d'un garde ordinaire, mais il était sûr que même s'il était d'un ordre de grandeur plus fort, cela ne lui ferait pas de mal du tout. Le gars jette calmement la lance du garde avec sa technique. Le gars pense qu'en ce moment tout est difficile pour eux et qu'ils devraient lâcher prise. La biche décide de prendre l'initiative et de comprendre. La jeune fille déclare qu'elle s'attend à l'apparition d'un être céleste, lorsque le jugement divin descendra du ciel et infligera la justice. Ziyu emmène immédiatement la jeune fille, l'accusant de désobéissance. La biche ne savait pas pourquoi le gars l'avait arrêté et il s'enfuit maintenant. Ziyu se souvient qu'il avait dit de se retirer et de ne pas s'immiscer dans le cours des événements. La biche a expliqué ses actes en imitant l'homme à la télévision. Ziyu demande à la fille de commencer à lire des livres. Ziyu décide de regarder la situation dans son ensemble du point de vue d'une personne ordinaire et n'aura donc qu'à s'approcher progressivement du véritable objectif. La biche a compris cela comme une intrigue de la série et a supposé qu'elle devrait gravir l'échelle sociale pendant tout ce temps et enfin atteindre son objectif. Ziyu s'éloigne rapidement du royaume. Le gars ajoute qu'à son retour, il achètera 8 boîtes de noix pour le cerveau de Lan. Au sommet d'une des montagnes, on pouvait voir un petit château. Le château brillait d'une lueur dorée qui attirait grandement les voyageurs. Dans le château se trouvait la carapace d'une inconnue enveloppée de chaînes. La jeune fille ouvrit légèrement les yeux. Ziyu a collecté des informations pendant longtemps et a finalement réussi à découvrir quelque chose. Ziyu réalisa que leur cible principale était la sainte jeune fille, qui était la première personne religieuse de la société. Le gars a décidé cette fois de ne pas y aller imprudemment, mais d'atteindre son objectif par un détour. La biche déclara qu'elle avait trouvé un grand nombre d'écritures religieuses. La jeune fille se demanda si elle devait les étudier pour le maître. Ziyu refuse immédiatement une telle offre. Sur la place, un des prédicateurs a expliqué la grandeur de la Sainte Vierge.
L'Église a appelé les chasseurs ordinaires à se rendre au service et a commencé à détruire les monstres assoiffés de sang. Ziyu pensait que ce ne serait pas un problème pour lui d'affronter de grandes foules de monstres. L'essentiel pour le gars était de se rapprocher le plus possible de la Sainte Vierge. Ziyu décide de suivre le chemin de la gloire et de détruire un grand nombre de monstres. Ziyu décide de partir à l'aventure avec une expression joyeuse sur le visage, mais ils sont instantanément arrêtés. L'homme à l'entrée a dit que les nouveaux arrivants ordinaires ne devraient pas se rendre dans un endroit aussi dangereux. Ziyu sourit à la vue d'un piège aussi inutile, mais le gars remercia quand même les gardes pour leur inquiétude. L'homme dit que le gars ne devrait pas se vanter devant lui parce que cela n'a pas d'importance du tout. L'homme au sourire déclare que puisque les voyageurs ont erré jusqu'ici, ils peuvent les escorter jusqu'à une zone sûre. Ziyu essaie d'expliquer qu'ils ne le prennent pas pour qui il est. La biche remarqua qu'il n'obtenait pas de dialogue, proposant de montrer aux gardes sa véritable force. L'un de ses subordonnés remarque à quel point le temps est soudainement devenu nuageux avec des éclairs brillants. Ziyu explique que l'un des sinistres démons est apparu. Dans les profondeurs de la forêt, des yeux rouges sang de divers mauvais esprits sont apparus. Un énorme serpent saute soudainement hors de la forêt et attaque les gardes. L'un des gardes tente immédiatement d'utiliser une barrière magique. Le garde se demande s'il compte utiliser le dernier parchemin de téléportation. Le chef du groupe répète que c'est leur seule chance de survivre. Le chef jette le parchemin à Ziyu, voulant sauver le couple. Un vortex d'origine inconnue est apparu dans la sombre zone forestière. Le chef avec un sourire demande d'utiliser une paire et de quitter le champ de bataille des nouveaux arrivants. Le chef a demandé à Ziyu de parler à tout le monde de leur acte héroïque avant leur disparition. Ziyu décide d'utiliser sa capacité de foudre. L'argent enveloppait tous les monstres entourant le groupe de garde. Ziyu expliqua avec un sourire que le groupe était pressé d'offrir des cadeaux aussi coûteux, car il serait difficile de les payer plus tard. Ziyu jette le parchemin au groupe et le rend. L'ensemble du groupe de garde est soudainement attiré et déplacé du champ de bataille vers une zone de sécurité. Ziyu décide de se frayer un chemin vers le patron à l'avenir. La biche avait prévu de suivre le maître. Lan et Ziyu commencèrent lentement à se frayer un chemin à travers la forêt, silencieux avec un grand nombre de mauvais esprits. Ziyu nota qu'ils avaient réussi à se rendre à l'endroit dont ils avaient besoin. La biche suppose que c'est la personne en face d'elle qui est le véritable être céleste. Ziyu trouve cela étrange et demande à Lan d'enlever le rideau, car le gars ne pouvait rien voir. La biche décide immédiatement et docilement d'exécuter l'ordre. La biche enlève soigneusement la robe de la jeune fille, révélant ainsi son visage. La silhouette d'une jolie fille aux yeux violets apparaît devant Ziyu. La biche met une lance sous la gorge d'une inconnue. Ziyu se demande quel genre de fille se tient devant eux en ce moment. Le gars remarque qu'une énorme fissure apparaît au-dessus de sa tête, suggérant que ce monde est sur le point de s'effondrer et que rien ne les aidera. Shu a ajouté que l'esprit maléfique est le catalyseur idéal pour stimuler l'apparition et l'expansion des fissures. La fille déclare que puisque le gars sait déjà qui elle est vraiment, alors pourquoi le gars est-il toujours à côté d'elle? Ziyu, tendant les mains, déclare que même si elle décide de s'enfuir, elle emmènera toujours la fille avec elle. Le gars tend la main vers la fille sans défense. La jeune fille était étonnée d'une telle impudence. La fille exige que le gars ne l'approche pas. Un énorme monstre de terre apparaît derrière le gars. La biche divise le monstre en deux sans aucun effort. La biche remarqua qu'il s'agissait d'un monstre démoniaque et il y en avait de plus en plus à chaque fois. La jeune fille a dit avec peur qu'il y avait 1 million d'endroits comme celui-ci dans la région et que le gars mourrait s'il ne partait pas maintenant. Ziyu pose sa main sur le visage de la jeune fille et constate qu'elle est plutôt étrange, car les démons ne l'ont toujours pas tuée. Ziyu se demande pourquoi la jeune fille continue de garder cet arbre, se demandant si elle veut qu'il meure. Ziyu demande à la jeune fille de donner la raison d'une telle persistance. La biche continuait à découper furieusement tous les monstres qui s'approchaient d'elle. À ce moment-là, la biche se retourna et déclara que le nombre de démons augmentait de façon exponentielle. Ziyu demande à Lan de s'occuper de la fille pendant qu'il s'occupe de tous les démons. La jeune fille demande à nouveau à Ziyu de reprendre ses esprits, afin d'effacer les monstres. Ziyu se dirige silencieusement vers les monstres. La jeune fille baisse la tête et ajoute que cela ne sert à rien de la suivre, ils devraient donc unir leurs forces et s'enfuir d'ici. La jeune fille ajoute au départ de Ziyu qu'ils ont une dernière chance de s'échapper indemne. Ziyu continue de marcher vers les monstres. Le gars rebondit sur le sol avec une force énorme et s'élève dans le ciel. Le gars pointe 2 doigts vers la zone où se trouvait un groupe de monstres. Le gars commence rapidement à vaincre les centaines de milliers de monstres qui l'entourent. Tous les monstres commencèrent rapidement à se couvrir de cendres. La jeune fille ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait, car Ziyu avait réussi à se protéger d'un si grand nombre de monstres. Ziyu revient lentement vers la fille et lui rappelle qu'elle a dit qu'il pourrait être tard. Ziyu pose son pied sur l'un des monstres, déclarant qu'il en a fini avec ça. La jeune fille s'assoit à genoux et commence à prier. L'arbre au milieu commença à briller d'une lueur blanche. La biche remarqua que les nuages dans cette zone commençaient à se dissiper. La jeune fille n'était pas moins étonnée qu'ils aient réussi à faire cela. La jeune fille dit avec un sourire qu'elle n'avait pas dit qu'elle ne s'enfuirait pas dès qu'elle le pourrait. La jeune fille s'enfuit brusquement. Ziyu exige que la fille arrête. À ce stade, la jeune fille se moque du fait que Ziyu est incapable de la suivre. La jeune fille s'écrase contre un mur invisible et perd connaissance. Ziyu, se penchant sur la jeune fille, ajoute que ce n'est pas en vain qu'il a érigé un dôme sur cette personne.
La jeune fille continue de rester inconsciente. Une foule d'habitants en colère a couru à la recherche de la sorcière. La jeune fille lutte pour échapper aux villageois. À ce moment la fille trébuche et tombe par terre. La jeune fille se retourne et voit une silhouette derrière elle. Il y avait de la peur dans les yeux de la jeune fille à la vue de cette personne. À ce moment-là, la jeune fille se réveille la tête en bas. Ziu salua la fille après son réveil. La jeune fille ne comprenait pas ce qui se passait. La jeune fille était complètement ligotée. Elle a immédiatement demandé au gars de la détacher. La fille a traité le gars de pervers à cause de ce qui se passait. La jeune fille a demandé à être tuée ou relâchée immédiatement. À ce moment-là, la jeune fille s'est mise à pleurer d'impuissance. Shu a déclaré que c'était la partie inférieure qui l'avait attachée. La biche décide de détacher la jeune fille. Ziu a noté que s'il n'en avait pas insisté pour tester ses compétences en bondage, elle aurait été complètement enveloppée dans des cordes. La biche demande à la jeune fille de ne pas tenter de s'enfuir comme la dernière fois. La biche offre immédiatement à la jeune fille la nourriture cuite. Ziu continuait à observer silencieusement ce qui se passait. Ziu s'est pincé le nez et a demandé à Lan d'escorter la fille jusqu'aux toilettes, car elle sentait fort. La biche était docilement d'accord avec le Seigneur des Célestes. La jeune fille était bouleversée par le manque de respect de Ziu, mais Lan la releva immédiatement et se dirigea vers le bain. Ziu, étant dans le salon, remarqua qu'en fait le monde n'était pas aussi simple qu'il y paraît à première vue. Ziu fut également surpris de voir la faille, même si le gars n'y consacra pas beaucoup de temps. À ce moment, Lan aidait la fille à prendre une douche. Lan essuie la tête de la jeune fille et dit à Ziu qu'ils ont fini. La jeune fille s'allonge par terre et déclare qu'après le dernier dîner et le dernier bain, elle est prête à accepter son sort l'âme calme. Lan et Ziu ne comprenaient pas de quoi la fille parlait. Ziu s'assoit sur une chaise à proximité et explique que la fille se trompe car il n'avait pas prévu de la tuer. Lan prend la fille et la place sur une chaise à côté de Ziu. Ziu note qu'il est sûr que la fille n'est pas une EOM, et aussi qu'elle a de bonnes intentions face à ses défauts. Après avoir écouté tout ce que Ziu a dit, la fille est arrivée à la conclusion que le gars voulait en faire son chien. Le gars a dit avec un sourire qu'en fait il voulait ça, mais pas d'une manière aussi grossière que la fille l'a dit. La fille s'approche lentement de la sortie et ajoute que tout va bien, car elle était heureuse d'aider. Après quoi, la jeune fille court dans la rue à toute vitesse. La jeune fille s'écrase à nouveau contre la barrière. Ziu lui saisit la tête et espère que lorsque la fille se réveillera, elle n'osera plus le rejouer. Peu de temps après, Ziu est par-dessus la falaise. Dans ses bras se trouvait la même fille. Ziu a noté qu'il détruirait tous les démons, mais que la fille devait l'aider et fermer toutes les fissures. Ziu ajoute qu'il croit en la fille et demande à s'occuper d'elle pendant qu'il s'occupe de tous les démons. La jeune fille ressent une sensation étrange dans son corps, ce qui lui donne des vertiges. Ziu commence à détruire les foules de démons sur son passage. Un énorme pilier d'énergie lumineuse apparaît dans le ciel. Une étrange fille apparaît devant ayant elle aussi détruit les démons. Ziu se tourna vers elle avec indignation. La jeune fille continuait à combler les brèches à ce moment-là. Le chevalier inconnu se retourna et regarda Ziu. Le gars a supposé que c'était une fille. Ziu regarde le chevalier avec un sourire et déclare qu'il fera beaucoup d'efforts pour la rencontrer. Le gars commence à attaquer. Ziu voulait que la fille montre son vrai pouvoir. Ziu utilise ses techniques pour tenter de porter un coup puissant. Ziu regarde autour de lui et se rend compte que la jeune fille a soudainement disparu. Lan décide d'appeler Ziu pour l'aider. Ziu prête immédiatement attention aux filles. Dan rapporte que la jeune fille est en transe depuis un certain temps et qu'elle est incapable de la ramener à la raison. Ziu suppose que la fille utilise un sort de déguisement avancé. Ziu remarqua que si la fille n'avait pas été devant lui à ce moment-là, il ne l'aurait peut-être pas remarqué. Ziu pensait que puisque la jeune fille avait disparu, il devrait revenir au plan initial et d'abord descendre pour détruire les démons. Ziu décide de réfléchir aux événements récents. De nombreuses questions sur la Sainte Vierge apparurent dans sa tête. Au bout d'un moment, la biche revient avec un énorme sac et déclare qu'elle est revenue avec une proie. Ziu a supposé que la fille était allée à la décharge. Ziu demande à Lan d'oublier et d'aller voir la fille pour se laver à nouveau et se mettre en ordre. Le lendemain, un garçon a couru dans les rues de la ville et a parlé du bouleversement de l'église dû à un nouvel aventurier fort qui avait détruit d'innombrables démons. Certaines personnes ont même commencé à composer des chansons sur les actions de Ziu. Tout le monde était choqué qu'un aventurier puisse faire une telle chose. À ce moment-là, Ziu était dans l'église avec une nouvelle armure volumineuse. Tout le monde voulait regarder l'aventurier le plus fort. Tout le monde a remercié l'aventurier pour sa grande contribution à la sécurité de l'Empire. Shu a seulement ajouté que plus le pouvoir est grand, plus la responsabilité est grande. L'un des hommes propose une petite colonie dans la partie nord de l'Empire, où le gars peut désormais faire ce qu'il veut. Ziu, se dirigeant vers la Corétie, a déclaré qu'il était désagréable que la cérémonie de remise des prix se déroule sous la forme d'un procès. Après tout, tous les anciens posaient de nombreuses questions glissantes auxquelles Ziu devait répondre. L'un des hommes a déclaré en souriant que la paix ne régnerait dans leur monde que si les démons étaient complètement exterminés. Ziu, s'approchant de la voiture, remarqua que tout ce qui se passait rappelait un lavage de cerveau. Ziu ne comprenait pas pourquoi l'église commençait à déformer de nombreux faits. Le gars ne comprenait pas ce que la fille de l'église avait fait de si terrible qu'il voulait la tuer malgré les bonnes intentions de la fille. La fille ne le savait pas, que répondre au gars.
Le gars écarte les bras sur la chaise et demande à la fille d'oublier car cela n'a pas grand-chose à voir avec lui. Ziu demande à Lan combien de temps il leur faudra pour arriver à la nouvelle colonie. La biche explique qu'à en juger par la carte et la vitesse des chevaux, le trajet jusqu'à leur domaine prendra environ 4 ou 5 jours. Ziu était scandalisé qu'il soit obligé de voyager aussi longtemps. La biche croyait qu'elle serait encore beaucoup plus rapide sur une charrette qu'à pied. Ziu appelle la fille Blanche-Neige et l'invite à parler pendant qu'ils conduisent. Ziu demande à la jeune fille de lui parler de la barrière de faille et d'autres détails sur ce que Blanche-Neige faisait auparavant. La jeune fille explique que si n'est pas la première personne à s'intéresser à cela et qu'elle n'a d'autre choix que de répondre à toutes les questions du gars, car sa vie est désormais entre les mains de Si. La jeune fille explique qu'elle n'est pas un démon, mais plutôt une victime croyante sans retour ni endroit où retourner. Ziu demande s'il existe d'autres magiciens comme les filles. Shu note également que c'est précisément parce que la jeune fille ressent les fissures et doit toujours les fermer qu'elle a été perçue comme un démon. Ziu était également confus quant à la raison pour laquelle la sainte jeune fille avait attaqué la jeune fille. Ziu remarqua que la fille ne se présentait jamais et qu'il l'appelait donc Blanche-Neige. La fille commence à expliquer qu'elle n'est pas Blanche-Neige, mais qu'elle a un nom. La fille baisse les yeux et ajoute qu'elle n'a pas vraiment de nom. Ziu explique que puisque la fille n'a pas de nom, elle sera Blanche-Neige. La jeune fille déclare qu'elle n'aime pas ce prénom. Se tenant l'arrière de la tête, Ziu pensait qu'il y avait beaucoup de problèmes avec les femmes. Ziu décide d'offrir à la jeune fille le nom d'Alice tiré d'un conte de fées. La jeune fille répète encore son nom. La biche remarque que la jeune fille apprécie son nouveau prénom. Ziu ne comprenait toujours pas pourquoi Alice et la jeune fille faisaient les mêmes choses, mais la jeune fille essaya de tuer Alice. La calèche a continué à voyager jusqu'au nouveau domaine de Ziu. Le gars pensait qu'il obtiendrait toutes les réponses avec le temps. En arrivant sur place, le gars a vu une beauté incroyable et un immense domaine entouré de 4 familles principales situées dans la ville. À l'entrée, l'un des hommes salua aussitôt le nouveau seigneur. L'homme propose d'attendre quelques années et les terres de Kit lui reviendront à la place de ce domaine. Ziu a noté qu'il n'était pas du tout intéressé par les solutions de contournement. Ziu a ajouté que la majeure partie de l'argent de la ville avait été pillée par des démons et que le gars avait prévu de le restituer. Ziu commence la première mission et commence à détruire progressivement tout le monde dans le cercle démoniaque. La prochaine mission était d'agrandir l'infrastructure. Le gars a noté que même s'il y avait une pénurie de main-d'œuvre, il trouverait une issue. Toutes les familles se sont rassemblées au restaurant et ont décidé d'empêcher au plus vite le nouveau seigneur de diriger cette colonie. Après avoir mélangé du poison à la nourriture, Ziu goûta tout et ne réagit pas du tout. Le gars a remercié toutes les familles pour leur hospitalité. Le gars se dirige silencieusement vers la sortie et s'arrête à l'instant, se rappelant qu'il avait quelque chose pour toutes les familles. Le gars déshabille tous les chefs de famille et constate qu'après avoir tué tous les démons du cercle, il n'a pas trouvé la moindre trace de trésor, mais le gars a trouvé des traces menant aux familles. Ziu a également accompli une mission supplémentaire, à savoir combattre les bandits et détruire la noblesse. Ziu a noté que grâce à ses efforts, la ville entière a commencé à prospérer. Ziu pensait qu'à cette époque, de telles réalisations étaient considérées comme irréalistes. Ziu tenait sa tête et pensait qu'il avait le sentiment qu'il continuait à manquer quelque chose d'important. Le gars comprend pourquoi il y a soudain 2 Blanche-Neige. Ziu est déjà entouré de 4 Blanche-Neige et ils étaient tous heureux d'avoir trouvé refuge dans cette ville. Les filles ont remercié le gars pour son inquiétude. Alice, qui se tenait à côté du gars pendant tout ce temps, l'a remercié pour ses soins et son refuge sûr pour toutes les filles. Ziu prévoyait de passer au plan suivant après avoir établi l'infrastructure. Il y avait beaucoup de filles aux cheveux blancs dans la ville qui ressemblaient à Alice. Petit à petit, tout a commencé à s'améliorer et Ziu a même commencé un cahier où tout était écrit. Ziu remarqua qu'Alice était devenue plus forte que la moyenne des gens, mais l'endurance de la fille n'avait pas augmenté du tout. Ziu a également noté que chaque Alice aimait différents types de plats et qu'un goût préféré n'était toujours pas trouvé. Alice était en train d'enfiler une nouvelle robe, elle se demandait si elle avait besoin de porter une robe aussi courte. Ziu aimait les servantes aux cheveux blancs qui dansaient. La biche lui a suggéré de se teindre les cheveux et de rejoindre les filles. La biche a également noté que les recherches de M. Céleste n'avaient pas abouti et que les Alice ne pourraient pas vivre ainsi éternellement. Alice a expliqué à Lan qu'avant cela, ils étaient des gens sans racines, errant à travers le monde et ne s'arrêtant nulle part. Lan a également noté que le nombre d'Alice dont ils disposaient n'avait pas changé du tout, même s'ils se rassemblaient souvent en groupe et finissaient par partir pour toujours. Alice s'approche de Ziu et le remercie pour son aide, mais lui rappelle qu'ils devraient reprendre leur vie normale et continuer à travailler. Ziu déclare à l'aînée Alice que rien ne se passera s'il la laisse seule pour percer le secret de tout ce qui se passe. Lan a expliqué que pendant que la jeune fille était examinée par M. Ziu, elle devrait aller bien. Alice remet à Lan les documents nouvellement arrivés. Lan demande à les mettre sur une étagère libre, car elle doit aller voir M. Su. Alice veut rejoindre et accompagner la fille. Lan et Alice se dirigent ensemble pour voir M. Ziu. À ce moment, un éclair inhabituel est dirigé sur le côté. La foudre perce un arbre solitaire, faisant un énorme trou au milieu. L'un des chevaliers ci-dessous rapporte qu'il n'y a aucune trace. L'elfe aux cheveux roux déclare qu'ils sont arrivés sur le serveur, traversant la moitié de l'Empire à la recherche de sorcières.
Le vieil homme remarqua que la force de la sorcière était à sa limite en raison d'une blessure par une flèche. L'homme comprit que c'était pour cela qu'elle serait incapable de maintenir son déguisement. L'elfe appelle tous les guerriers et leur demande de continuer à le suivre. Parmi les arbres, on entend les paroles d'une jeune fille, elle est très fatiguée. La jeune fille a continué à courir lourdement à travers la forêt, se dirigeant vers un endroit sûr. Alice, se tenant l'épaule, essaya de trouver un moyen de sortir de la forêt. La jeune fille a fait de son mieux pour survivre malgré la douleur intense. Alice remarqua qu'il leur restait très peu de choses, serrant les dents, elle continua à courir. La jeune fille prévoyait de se rendre dans la zone sûre de la ville, où elle serait protégée. Ziu remarque qu'Alice laisse tomber tous les documents et que son visage a radicalement changé. La fille se tourne immédiatement vers Ziu et demande au gars de l'aider à résoudre la situation. Sans plus attendre, Ziu décide immédiatement d'aller aider Blanche-Neige blessée, car la jeune fille était très faible et épuisée. Alice remarque une fille qui court vers elle et explique que c'est elle. À ce moment-là, une autre flèche vole dans le dos de la jeune fille, la faisant se plier sévèrement. Ziu était indigné par un acte aussi faible. Alice était étonnée de ce qui se passait, car sa sœur avait été tuée sous ses yeux. La biche était également indignée par ce qui se passait devant elle. La jeune fille commença lentement à se dissoudre, elle ne parvenait pas à croire ce qui se passait. Alice essaie de rejoindre la fille et de lui dire au revoir. La jeune fille disparaît complètement sans laisser de traces. Alice était profondément déprimée par une telle perte. La jeune fille prend le manteau d'Alice et s'assoit à l'endroit où sa sœur est morte. Les assaillants remarquent la coïncidence et décident de détruire une autre sorcière. L'elfe charge son arc et décide de détruire la sorcière au nom de la sainte jeune fille. Sans aucun remords, l'homme décoche une flèche directement sur Alice. La jeune fille, incapable de bouger, observait silencieusement ce qui se passait. Ziu se dirige soudainement vers la jeune fille et attrape la flèche avec sa main. Ziu brise la flèche à main nue et demande de quelle équipe appartient ce gars, car il n'avait pas le droit d'attaquer les gens sur son territoire. L'elfe se présente comme le commandant de l'armée centrale du trône sacré. L'homme suppose qu'il s'agit d'un célèbre chasseur de démons. L'elfe demande à Ziu de se retirer afin qu'il puisse s'occuper du démon et Ziu recevra alors la moitié de la récompense. L'elfe ordonne à Ziu de s'écarter immédiatement, car il doit comprendre qui la personne protège en ce moment. Ziu pensait que le commandant en chef était devenu fou après le vol. Ziu lance le sort de flamme du désert, le gars ne comprend pas de quel genre de démon on parle. Le reste de l'armée vient à la rescousse et se demande ce qui se passe. L'elfe explique qu'il a mangé le démon qu'il poursuivait. Le deuxième commandant en chef propose de négocier, car Ziu a grandement aidé le trône et détruit la horde de démons. L'homme demande sans plus attendre d'abandonner le démon et de leur rendre service tout de suite. L'homme remarque que le monde s'effondre à cause de ces démons et Ziu a encore une chance de reprendre ses esprits et de leur donner le démon. Ziu demande avec un sourire si la grande jeune fille a donné l'ordre de détruire toutes les Alice. La fille demande de ne pas l'aider, car le gars commence à avoir des problèmes avec l'église. La jeune fille explique que c'est leur destin. Alice pense qu'elle va continuer à perdre ses sœurs. Alice comprend qu'il n'y aura jamais de place pour elle sur cette terre. La jeune fille était reconnaissante envers Ziu pour l'opportunité de vivre temporairement en paix. La jeune fille commence à marcher vers l'endroit où se trouvait le feu magique de Ziu. La biche tend la main à Alice. La biche prend la main de la jeune fille et lui fait un signe de tête silencieux. L'elfe commence à s'indigner que Ziu n'ait jamais trahi le démon. Le deuxième commandant en chef déclare qu'héberger un démon est un péché. Ziu demande de ne pas le faire rire avec des déclarations aussi bruyantes. L'elfe était étonné d'une telle impudence. Ziu répète avec le feu dans les yeux qu'il n'y a aucun démon parmi les habitants de la ville. Le gars va à l'armée avec les mots cessataires et exige qu'il la quitte immédiatement. Ziu ajoute que l'armée de l'église s'est trompée de chemin. Alice était étonnée du courage de Ziu à protéger la jeune fille. Ziu demande aux filles de partir immédiatement pendant qu'il s'occupe de l'armée de l'église. L'elfe, pointant du doigt, demande à tout le monde d'attaquer le gars. L'homme a rappelé que le chasseur transportait des centaines de démons. L'elfe exige que l'armée montre toute la grandeur d'une unité d'élite. Une véritable guerre éclata sur le champ de bataille. Il y a eu de nombreuses explosions et pogroms. Ziu déclare qu'elle ne ressent rien et que c'est tout le contraire des pouvoirs de l'an. Ziu ajoute qu'il punira tous les vrais pécheurs. L'armée ne pouvait pas comprendre où ce type avait une telle force. À ce moment-là, il y a une énorme explosion. L'elfe et le commandant en chef survécurent et remarquèrent l'énorme force de Ziu. Explique Ziu les mains jointes, que peu lui importe comment ils l'appelleront et demande à l'elfe d'être un bon garçon et de le suivre. Tous les habitants ont remarqué qu'avant l'arrivée du seigneur Ziu, le village d'Alael était un endroit ennuyeux et négligé. Des maisons grandes et solides ont été construites à la place des maisons délabrées. Désormais les gens n'étaient plus obligés de déménager ou de vivre dans la rue. Une fois de plus, les granges de construction étaient entièrement remplies de céréales et tout le monde avait de la nourriture en stock. De nouvelles transactions ont commencé à être constamment effectuées dans le quartier et de nouveaux commerçants ont commencé à arriver. Quelques jours plus tard, le commerçant ne comprenait pas pourquoi les filles récupéraient ses produits. Alice a expliqué cela en disant qu'il devait le faire sur ordre du seigneur. L'une des Alice propose à la dame âgée d'utiliser une chaise pour plus de confort. Alice remarqua que la vie dans le quartier battait son plein et elle ne comprenait pas dans combien de temps cela pourrait se terminer. Le vieil homme appelle Alice,
suggérant que c'est elle qui suit toujours le Seigneur. L'homme demande si tout va bien pour le Seigneur car il n'est pas apparu en public depuis plusieurs jours. La jeune fille déclare que le Seigneur a travaillé dur ces derniers jours. L'homme rit et s'assure que le Seigneur travaille toujours dur, pour le bien du quartier. L'homme remarque également que, plus important encore, Alice travaille dur, c'est pourquoi l'homme lui donne des bonbons. L'homme remarque plusieurs autres Alice prenant le tonneau, l'homme s'y est immédiatement précipité. Il y avait un grand nombre de personnes sur la place de l'île et ils étaient tous heureux. La petite fille tendit le gâteau à la principale Alice et lui demanda de se servir elle-même pour le dessert. La jeune fille ne pouvait pas se lasser de tous les cadeaux offerts par le Seigneur. À ce moment, l'ambassadeur franchit le portail en courant. L'homme, confus, déclare qu'ils sont en difficulté et que l'église est sur le point d'être attaquée dans la zone. L'homme montre Alice du doigt et déclare qu'il y a aussi un démon parmi les gens, c'est pourquoi l'église continue. Certaines personnes n'arrivaient pas à croire ce qu'elles entendaient, la seconde moitié a suggéré un tel résultat. Mais à la fin, tout le monde était d'accord et croyait que tous les problèmes étaient dus à Alice. La jeune fille se souvient qu'on l'appelait toujours un monstre. Toutes les Alice commencent à se rendre compte qu'il n'y a vraiment pas de place pour elles dans le monde. Une autre Alice a dit qu'ils avaient de la chance d'être dans un endroit merveilleux pendant si peu de temps. Alice pense qu'il est temps pour eux de partir et d'aider les habitants dans leurs dernières tâches. Toutes les filles disaient que le maître avait des problèmes à cause d'elle. L'une des Alice a ajouté que Ziu avait beaucoup de soucis sans elle. Ziu arrive vers la foule et prend l'une des Alice principales. La jeune fille a noté en larmes que malgré le fait que tout le gars a un caractère difficile et que seule la petite sœur l'en peut lui résister. Le gars devient alerte et essaie de transmettre son message aux citadins. Alice ne comprenait pas pourquoi elle était si triste de tout perdre. Les filles étaient très tristes de ce qui leur arrivait. Ziu a ajouté à la jeune fille qu'il avait une annonce pour tous les habitants du quartier. Les habitants se sont demandé ce qu'ils devaient faire après avoir appris la nouvelle de l'église. Ziu déclare que les instructions d'évacuation sont presque complètes et qu'il souhaite donc les transmettre aux autres. Le type déclare la guerre à l'église. Les filles expliquent ce qu'elles ont fait et le Saint-Siège n'empêchera pas les gens ordinaires de partir. L'une d'Alice a dit qu'elle n'irait nulle part. La jeune fille a déclaré qu'elle vivait dans la peur depuis trop longtemps et qu'elle n'aurait pas à faire beaucoup d'efforts pour retourner à sa vie passée. La jeune fille explique qu'après l'intervention, tous les sentiments chaleureux d'une vie tranquille, elle ne peut plus continuer à errer à travers le monde. Principal Alice que depuis que Ziu en a fait des animaux de compagnie, il en est responsable jusqu'au bout. Ziu déclare que ce n'est pas vrai. Alice fut choquée par cette réponse. Expliquer à Ziu que les filles devront se défendre, tandis que lui devra vaquer à ses occupations. La fille ne pouvait pas croire que le gars les quittait à un moment aussi difficile. Ziu explique qu'il ne peut pas aider les filles pour toujours et que c'est tout simplement impossible. Le gars descend les escaliers et ajoute qu'il a suffisamment protégé les filles, mais que maintenant elles devraient se défendre. La jeune fille a rappelé que Ziu avait construit toutes ces structures défensives pour eux et que maintenant ils ne devraient pas reculer car cela perdrait tout leur intérêt. Ziu explique avec une expression sérieuse que personne au monde ne peut sauver Alice. Peu de temps après, la première attaque se produit dans la zone. De nombreuses flèches, saturées d'énergie, transpercèrent le dôme érigé par Ziu. Il y a eu des explosions et des destructions dans tout le quartier, ce qui a beaucoup effrayé les filles. Les sabots de l'amour du cheval marchaient sur le sol. L'homme a déclaré qu'il était arrivé pour libérer la terre des démons. L'homme a suivi le nom de la Sainte Vierge pour obtenir des bénédictions et emprunter le chemin du châtiment et du châtiment. L'un des subordonnés rapporte au commandant que tous les citoyens ont été évacués et que le quartier a été complètement encerclé. Un homme prononce un discours solennel, au nom de la Sainte Vierge. L'homme voulait détruire complètement les sorcières. L'homme exige que Ziu ne résiste pas et il lui accordera alors une mort facile. Toutes les Alice sont en ville, elles ne comprenaient pas quoi faire de tout ça. Principal Alice pensait qu'il devait protéger la ville à tout prix. La jeune fille a dit qu'il s'était caché depuis trop longtemps et que cette fois, il ne pouvait pas battre en retraite même sans Ziu. Toutes les Alice commencent à soutenir le dôme avec leur force. L'armée de l'église tente à plusieurs reprises d'attaquer le dôme, provoquant de petites explosions. Alice a exigé que les autres ne se sacrifient pas et ne changent pas, car ils sont désormais des personnes différentes. Ziu, étant à une distance suffisante, observait ce qui se passait depuis la forêt. Ziu souligne que les filles pourront tenir le coup pendant un moment. La biche a souligné que l'église est une armée bien entraînée et qu'elle aura du mal à protester. Ziu a déclaré qu'il avait confiance dans ces structures qui assureront la protection de la ville car il maintient le contact avec elle. Ziu demande à la jeune fille de ne pas oublier sa mission principale, pourquoi elle est venue dans ce monde. De violents combats se sont poursuivis dans la région. Ziu s'assure que toutes les troupes d'élite étaient dans la zone. L'on suggère que c'était le plan de Ziu à l'origine. Ziu, se dirigeant vers la ville, rappelle qu'Alice n'avait aucune chance de survivre. Ziu et Lan se sont rapidement approchés de la structure au sommet de la montagne. Ziu ouvre les portes devant elle et entre dans le hall. Au centre de la salle source se trouve une petite sphère suspendue par un grand nombre de chaînes. Le gars se dirigea lentement vers le centre de la salle. La biche s'intéresse à la raison pour laquelle le gars s'est arrêté. Je suppose que quelque chose ne va pas ici. Ziu note qu'il a réellement remarqué quelque chose. Le gars explique que les chaînes sur la sphère n'apparaissent que lorsqu'une personne est en danger. Ziu lance des sorts de dissipation d'un seul geste de la main.
Toutes les chaînes commencent à se désagréger en petits morceaux. La biche était heureuse qu'ils aient enfin réussi à faire cela. La jeune fille remarqua qu'il leur suffisait de réveiller Alice. Le gars a remarqué que ce serait tout à fait simple et que la fille n'avait plus qu'un instinct. Le gars s'est rendu compte que cette conclusion ne faisait aucun mal. La biche commence à inventer des obscénités inutiles. Ziyu déclare que je ne sais pas à quoi pensait la fille, mais c'est ce qu'il voulait dire. Le gars était sûr que cet obus ne survivrait pas à la catastrophe. La biche commence à comprendre qui est la femme qui n'a pas été vue dehors. Ziyu fait un signe de tête approbateur à la jeune fille. La biche commence à regarder autour de la salle. À ce moment, une autre fille entre dans la salle. La jeune fille porte un casque de fer sur la tête, couvrant ses yeux. Ziyu suppose que la jeune fille les suit depuis que la couche extérieure de protection a été brisée. La biche ne comprenait pas pourquoi la jeune fille avait un mauvais esprit. Ziyu a déclaré que ce que la jeune fille voulait faire ne lui importait pas, il a seulement exigé que l'on protège la coquille de la Sainte Vierge. Ziyu décide de commencer par se présenter comme un désastre céleste pour la jeune fille. Sans plus tarder, Ziyu commence une attaque contre la jeune fille. Le château commença à briller fortement à cause d'un tel éclair d'énergie. La jeune fille réussit à esquiver et à utiliser ses sorts contre l'esprit de Ziyu. L'esprit de l'ancien attaque soudainement, essayant d'attaquer à nouveau la jeune fille. La jeune fille esquive calmement chaque coup, mais Ziyu continue de contrôler l'ancien et d'attaquer à plusieurs reprises. La jeune fille décide de remplacer son attaque par l'activation de sorts. La jeune fille n'a pas remarqué comment l'esprit de l'ancien s'approchait d'elle par derrière et tentait de l'attaquer. L'ancien frappe la jeune fille dans le dos de toutes ses forces, mais au dernier moment le sceau de l'armure est délivré et protège à temps. La jeune fille active une autre matière au-dessus de la tête de l'esprit ancien. Une forte lumière transperce le sceau, ce qui endommage ensuite l'ancien esprit. L'esprit ancien subit de graves dégâts et tombe au sol. La biche s'inquiète de la situation du monsieur et l'appelle. La jeune fille décide d'aider le monsieur et se maquille elle-même. Ziyu exige que la jeune fille ne s'approche pas et ne surveille pas le corps de la Sainte Vierge. Ziyu essuie le sang de son visage et remarque que les filles peuvent facilement repousser ses attaques et la considère comme la plus forte de ce monde. Ziyu remarqua que les attaques d'Alice devenaient de plus en plus claires. Ziyu pense qu'il ne devrait pas s'arrêter après le chemin qu'il a parcouru, la fille était en face de lui et attendait la prochaine attaque. À cette époque, la bataille se poursuivait toujours dans la région, les chevaliers de l'église poursuivirent de nombreuses frappes sur le dôme. Le commandant montre une nouvelle fois aux magiciens d'attaquer les hauteurs. À un moment donné, la hauteur dépasse et un oiseau s'envole, ce qu'Alice remarque. Alice commence à prier et à faire appel à Ziyu. Une explosion d'une puissance énorme se produit dans la région, le commandant a noté que la couche extérieure avait déjà été détruite et que l'attaque devait se poursuivre. La ville entière était en feu, rendant de plus en plus impossible d'y rester. Alice réalisa que leur maison n'était plus là et qu'ils devraient à nouveau s'enfuir. Alice ne comprenait pas pourquoi tout se passait ainsi et ce qu'il faisait de mal dans cette vie. La jeune fille s'intéressait à la raison de son apparition dans ce monde. Le château du Seigneur a également pris feu, ce qu'Alice remarque. Tous les chevaliers décident d'amener les Alice restantes dans le château du Seigneur, en attendant de nouveaux ordres. Accueil Alice tombe au sol sans force. Les filles soulèvent Alice, les chevaliers ajoutent qu'ils ne devraient même pas songer à échapper au Saint-Siège. Le commandant estime que la volonté des Saintes Vierges est une loi qui n'a pas le droit d'oser. L'un des chevaliers se lance sur une fille qui veut lui couper la tête. La jeune fille a demandé à l'homme d'arrêter parce qu'elle avait très peur. Le reste des chevaliers s'est également balancé et a prévu de décapiter les filles en même temps. L'un des subordonnés rapporte au commandant que tous les monstres ont été capturés dans la ville mais qu'ils n'ont pas pu trouver le chasseur. Le subordonné se demandait pourquoi, après le massacre bruyant des monstres, la Sainte Vierge n'était jamais apparue. À ce moment-là, une alarme retentit dans le palais de la Sainte Vierge car quelqu'un avait envahi son territoire. Les Postal Knights décident immédiatement de s'approcher d'elle et de résoudre ce problème. Le chevalier remarque l'intrus sous la forme d'un esprit de rage. L'esprit de rage leur ordonne d'arrêter car il risque de perdre la vie. A décidé de sortir l'épée et de riposter. Sans aucun changement je repousse les chevaliers. Les chevaliers commencent à voler directement depuis la falaise. Les chevaliers étaient incapables de voir ce qu'ils voyaient pour le moment. L'esprit de l'ancien combattait toujours la sainte jeune fille. Ziyu a noté que cette bataille était la plus difficile pour lui ces derniers temps. Cette fois, la Sainte Vierge décide d'attaquer pour la première fois. La jeune fille communie directement sur la poitrine de l'esprit des anciens. L'esprit de l'Antiquité s'envole à grande vitesse. La source du sceau malheureux est toujours entre les mains de la jeune fille. La biche s'inquiétait pour son propriétaire car il pourrait recevoir un coup fatal. Ziyu a continué à insister pour que la jeune fille garde le corps de la Sainte Vierge. La jeune fille remarqua qu'à chaque fois, la soif de sang d'Alice devenait de plus en plus grande. Ziyu a compris que l'accumulation de soif de sang est l'accumulation de colère qui reste dans la conscience du désastre. Ziyu remarque également que la jeune fille meurt progressivement. Qu'est-ce qui a vraiment intrigué Lan? La biche déclare qu'elle s'en fiche, elle compte venir aider son maître. Ziyu échappe une fois de plus aux attaques les plus puissantes, un acte sacré. L'esprit des anciens évite également d'essayer d'éviter de subir des dégâts mineurs. Ziyu insiste toujours pour que la jeune fille continue de surveiller l'état de la Sainte Vierge. Alice, étant avec sa sœur, lui tenait le visage. Alice a dit que personne ne pouvait les aider.
Alice vous a rappelé les merveilleux moments passés dans la région. La fille intéressait les autres sœurs, et c'est ce qu'elle s'attendait à ce que je fasse s'il n'y avait pas de division. Malheureusement, les filles n'avaient pas de réponse à une question aussi primitive. L'aînée d'Alice a décidé de collecter suffisamment d'argent et d'acheter un terrain à Ziu. La jeune fille voulait construire la même grande maison qu'elle possède actuellement. Assise, dévastée, la jeune fille ne comprenait pas si la mission était justifiée au prix de tant de vies. La jeune fille demande à plusieurs reprises si leur vie n'a pas de sens. La jeune fille pose également des questions, est-elle vraiment un monstre? À ce moment-là, une immense faille apparut dans le ciel. Le chevalier qui a attaqué la jeune fille s'arrête brusquement devant la tête d'Alice. Les mains du chevalier tombèrent au sol, le faisant gémir bruyamment. Les chevaliers comprennent qu'un tel nombre de démons en un même lieu génère un grand nombre de fautes. Divers monstres commencent lentement à sortir des fissures. Les monstres rampent progressivement et commencent à s'abattre sur tout le monde. Une immense bataille éclate entre monstres et chevaliers ordinaires. L'un des chevaliers qui avait perdu ses 2 bras lui demanda de l'aider. Alice se lève silencieusement et commence tranquillement à prier. Toutes les autres Alice la rejoignent et commencent également à prier. Toutes les Alice commencent progressivement à disparaître dans un flot de feu. Les mauvais esprits continuent de sortir de toutes les fissures possibles. Les chevaliers remarquèrent que toutes les actions qu'ils tentaient de réaliser devenaient de plus en plus faibles. Le commandant se demande comment cela a pu arriver. La dernière aînée restante, Alice, a continué à prier. Alice remarqua à travers ses larmes qu'elle ne pouvait pas le laisser partir. Ziuelan remarque une étrangeté dans le comportement de la jeune fille. La jeune fille commence à bouger la tête d'un côté à l'autre. À ce moment, la vraie Sainte Vierge commence à s'éveiller. La jeune fille ouvrant les yeux leur rappelle leur mission. Les personnes actuellement sur le terrain entendent des bruits étranges venant de la direction de la ville. Tous les citadins commencent à se rassembler sur la place. Les spires de l'église pénètrent lentement sur la place. Les hommes regardent l'église s'effondrer lentement en ruine. Dans les montagnes où jaillit la Sainte Vierge, il y a un fort élan de puissance spirituelle. Tous les adeptes de la Sainte Vierge vidéo voient un fort élan exiger qu'elle leur fasse un signe. Elder Alice, qui était en transe, a continué à prier. L'un des subordonnés remarque que toutes les filles se sont transformées en un courant de lumière et se sont envolées vers le temple. L'homme suggère qu'il s'agit d'une direction vers un domaine interdit et que peut-être la Sainte Vierge s'est réveillée. À ce moment, la Sainte Vierge se rétablit peu à peu et tente de se remettre sur pied. Ziu salue la sainte jeune fille éveillée. La jeune fille s'excuse auprès de Ziu pour les nombreux ennuis qu'elle a causés. L'en aide Ziu à se relever, le gars ajoute qu'il est content que la fille comprenne tout. Ziu se demande comment il devrait appeler la Sainte Vierge. La fille se présente sous le nom d'Alice avec un sourire. Le gars a tout de suite compris pourquoi la fille s'était présentée avec ce nom. La jeune fille a également ajouté avec un sourire qu'elle pouvait aussi être appelée par son nom complet Elisabeth Belphilo von Aglan. Ziu ajoute qu'Alice est un nom merveilleux et qu'il n'est pas nécessaire d'inventer quoi que ce soit. La fille baisse légèrement la tête et est d'accord avec les paroles du gars. La biche remarque qu'elle ressent une sensation familière. Ziu comprend qu'Alice n'était que la volonté de la jeune fille. La jeune fille explique qu'elle a mis les 10 000 et que chacune d'elles est une vraie Alice. À ce moment, les âmes d'Alice reviennent lentement vers elle. La jeune fille serre les mains et souligne que ce monde est sur le point de s'effondrer et donc, pour le sauver, elle a décidé de diviser son âme afin d'y résister. La jeune fille a ajouté que l'obscurité à l'intérieur d'elle en profitait et la forçait à se fermer au monde extérieur. L'obscurité a forcé les gens ordinaires à exterminer toutes les Alices existantes. La fille a également expliqué que Ziu lui avait enlevé une partie de son pouvoir et qu'elle ne pouvait donc pas devenir un dieu et que le gars ne devrait pas perdre de temps avec elle. Ziu explique qu'il a passé beaucoup de temps avec Alice et que la fille devrait bien le comprendre, alors le gars demande à nouveau si la fille a confiance en ses paroles. Ziu demande à la fille de ne pas lui mentir. À ce moment, les ténèbres d'Alice attaquent soudainement la jeune fille. La jeune fille repousse brusquement les ténèbres avec un fort courant d'énergie lumineuse. L'obscurité est projetée au loin, Alice était recouverte d'un sceau doré. Alice répond qu'elle n'est pas sûre de ses paroles. Les ténèbres d'Alice commencent à se tordre brusquement à cause d'une douleur intense, les baïonnettes dorées continuent de percer le corps de la jeune fille. Alice ne s'arrêta pas devant l'obscurité et continua de l'attaquer. Ziu note que la grande jeune fille est capable de prendre la forme du ciel et de sauver le monde entier, mais n'est pas capable de faire face à ses pensées. Alice souligne qu'elle a toujours compris que le monde était sans espoir, quoi qu'elle fasse, elle n'a fait que retarder la destruction. La jeune fille baissa la tête et rappela que le lien entre le monde humain et le royaume de Dieu avait été rompu depuis longtemps et qu'ils ne devraient donc pas gaspiller leur énergie. Ziu commence à s'échauffer, ajoutant que la jeune fille a commencé à faire les premiers pas vers l'honnêteté et l'ouverture et qu'il est donc logique de s'attaquer à cette question. Ziu décide de se réintroduire comme le destin envoyé par le ciel pour détruire l'obsession appelée désespoir. Ziu frappe le temple avec un énorme éclair, montrant toute sa puissance. Une énorme colonne d'énergie dorée frappe directement l'endroit où se trouvait Ziu. Ziu déclare avec un sourire que la jeune fille est digne du titre de son adversaire le plus puissant, pratiquement au niveau divin. Ziu pense qu'ils ne pourront pas gagner sans trop d'efforts. Alice demande au gars de comprendre ce qui se passe et s'en va. La jeune fille remarque que son souhait n'est pas destiné à se réaliser. Ziu ajoute qu'il a travaillé trop dur pour ce moment et qu'il ne peut pas s'en aller. L'esprit des anciens oscille avec une force énorme.
L'ancien lance un sort frappant le bouclier de la jeune fille, l'en pense que Ziu devrait le faire aujourd'hui. Pendant tout ce temps, Alice croyait qu'un saint ange blond, qui ennoblit la nature spirituelle avec son feu, conduit à la divinité. Des flux d'éclairs et d'énergie dorée se sont affrontés. Alice pense que si le gars n'était pas apparu devant elle à ce moment-là et que le monde n'avait pas répondu, cela lui aurait semblé une blague. Ziu demande à la pièce en copec de réfléchir au style de peinture un peu plus tard, l'esprit de l'ancien donne un coup de pied à la jeune fille dans le corps avec sa jambe massive. Une énorme explosion se produit dans la zone d'impact et la jeune fille est projetée sur une distance considérable. Ziu demande à la jeune fille d'arrêter de résister pour son propre bien et celui de Dieu. Ziu a demandé à la jeune fille d'arrêter de résister, au moins pour le bien de ce monde. Plusieurs aventuriers passant en contrebas remarquent une fantastique bataille dans les airs. Alice a déclaré que même s'ils discutaient de beaucoup de choses, sa volonté ne changerait en aucun cas. Alice jette ses sorts, la fille ne comprend pas pourquoi le gars fait autant d'efforts pour elle. La jeune fille pense que comme ils ne parviennent pas à se convaincre, ils devraient commencer à se battre plus sérieusement. Alisa met son casque et ajoute qu'elle ne peut que gagner et rejeter cette idée une fois pour toutes. Alice lance un sort spécial et lance la première attaque contre Ziu. L'esprit des anciens essaie d'éviter cela. Ziu explique que la fille dit non, mais n'est toujours pas honnête avec elle-même. Alice prend son épée et décide de montrer au gars la véritable illumination. Ziu remarque que l'âme se condense et se transforme en une arme divine. Le gars a été surpris par une façon si étrange de gagner. Ziu envoie son esprit au combat. Ziu pense que cela devient plus intéressant et que c'est ainsi qu'un véritable combat devrait avoir lieu. Ziu déclare qu'après ce combat, la jeune fille sera cette fois capable de surmonter le désastre. Le gars décide de retourner dans le quartier d'Alael, il ne comprenait pas ce qui s'y passait. Les chevaliers remarquèrent le retour de Ziu, traitaient le gars le leader de monstre ou de rebelle. Ziu, se grattant l'arrière de la tête, se demanda depuis combien de temps il n'était pas là et pourquoi il ne restait que des personnes d'âge moyen. À ce moment, 1000 flèches furent envoyées vers le gars, qui souligna qu'Alice était encore très loin de lui. Alice ne comprenait pas pourquoi un gars dans une situation aussi importante prononçait si facilement des mots ennuyeux. Ziu pense que la fille le sous-estime grandement, car le gars n'avait pas peur de la grande armée. Ziu ajouta avec un sourire qu'il serait celui qui pousserait la fille dans un coin et finalement la vaincrait. Ziu utilise sa capacité et perce tout autour avec des milliers d'éclairs. Les gens sur le champ de bataille ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait ni pourquoi le tonnerre commençait à frapper leur ville. Le casque de la fille commence à se fissurer légèrement et elle dirige ses sorts directement sur le gars. La fille remplit tous les champs de sauts avec des sorts et dirige tout vers le gars. Le casque de la jeune fille a continué à se fissurer et l'un des yeux de la jeune fille est devenu visible pour les autres. Alice ne comprenait pas comment ce type osait impliquer des gens ordinaires dans leurs affaires. Ziu explique que les cieux leur sont favorables et que pour eux tout ce qui arrive n'est qu'un spectacle. Ziu rappelle que la jeune fille sait que ce monde est condamné, ce qui signifie que ces gens mourront de toute façon tôt ou tard. Ziu se demande pourquoi la fille réfléchit encore et ne veut même pas essayer. La fille réfléchit un instant et ne sut que répondre au gars. Plusieurs chevaliers tentent d'attaquer Ziu de manière inattendue, mais le gars avait un bouclier qui s'activait au moindre danger. Les chevaliers déclarent qu'un céleste ne doit pas se permettre de communiquer ainsi avec un saint sans respect. Sans aucun regret, le gars attaque à l'endroit même où se trouvaient les gens. La fille décide de confronter le gars à propos de ses actes. Ziu demande à la jeune fille d'observer silencieusement ce qui se passe. La fille ne comprenait pas pourquoi le gars voulait qu'Alice se contente de regarder. La ville était complètement dévastée par de nombreux incendies. La jeune fille remarqua que les chevaliers de l'expédition orientale étaient déjà arrivés et étaient pressés d'aider tout le monde. Toutes sortes de détachements chevaleresques dans les cieux se présentent à la sainte jeune fille pour obtenir des instructions supplémentaires. Les gens de l'église ont commencé à construire un champ pour la prochaine bataille de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge ordonne aux troupes restantes de quitter le district d'Alael. Le commandant n'a pas compris pourquoi la jeune fille avait décidé de cette façon. La jeune fille déclare que ce n'est pas un combat dans lequel elle devrait s'impliquer. Alice demande à tout le monde de partir. Ayant désobéi à la jeune fille, les gens commencent à attaquer Ziu avec toutes les armes. Tout ce que les gens possédaient était appliqué à Ziu, mais rien ne pouvait pénétrer son bouclier divin. Alice exige que tout le monde arrête l'attaque. Le commandant déclare que tant qu'Alisa se battra, ils n'oseront pas faire demi-tour et partir. L'homme a déclaré que c'était un grand honneur pour eux de combattre aux côtés de Sa Majesté contre l'être céleste le plus puissant. L'homme demande à la sainte de lui permettre de continuer à se battre avec elle du même côté. Ziu a noté que les gens étaient prêts à se battre face à un ennemi puissant et n'avaient pas du tout peur de mourir. Ziu demande à la fille d'essayer à nouveau et de le faire précisément pour le bien des gens, précisant qu'au début, cela fera un peu mal. Le gars relance le sort, frappant le royaume avec le tonnerre et les éclairs. La jeune fille au visage sérieux comprit qu'en réalité la vérité était trop rusée, le masque sur le visage d'Alice commença complètement à s'effriter. Les gens regardaient leur divine vierge s'illuminer d'une lueur dorée. La jeune fille ressentit un soulagement extraordinaire et Alice recouvra la vue. La jeune fille vit le portail derrière elle et réalisa qu'elle avait réussi.